Bonjour, bienvenue à tous à notre nouvel épisode du podcast Balado pour les compétences de pro. Donc, ce balado, il vise aux étudiants universitaires, en fait, pour qu'ils fournissent des connaissances et des compétences transversales essentielles pour les futures carrières. Nous mettons en avant des experts qui vont nous partager leurs expériences, leurs conseils pratiques pour mieux comprendre les gradués et le marché de travail qui suit ces études. Je m'appelle Justina et je suis l'étudiante en doctorat en biochimie et je co-anime avec Chloé, ici. Donc oui, bonjour, moi c'est Chloé, je suis en bioinformatique. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre invité Georges Elvira, qui est associé et agent de brevet agréé au Canada et aux États-Unis au bureau de Gowling. Donc avec vous, Monsieur Elvira, on va discuter de plusieurs trucs. Donc déjà, on va parler de l'importance de se chercher activement et des opportunités, que ce soit de stage, de travail, etc. Mais aussi, on va parler d'importance de la communication dans votre domaine ou au sein des études et du réseautage. Et puis, avec votre expertise, on espère qu'au final, vous nous donnerez quelques conseils en matière de propriété intellectuelle et tout ce qui est dans le domaine de votre travail dont on parlera. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu brièvement? Mais bien sûr, bien sûr. Bien, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là. En fait, je suis très heureux d'être de retour à l'Université de Montréal. C'est ici que j'ai fait mes études au bac et mes études graduées. Ça a beaucoup changé. Donc, quand je suis arrivé, c'était un petit peu difficile à trouver le local, mais bon, tout va bien. On est là. Très heureux d'être là. Georges Elvira, comme on l'a dit. J'ai fait toutes mes études de biochimie ici à l'Université de Montréal et au début, quand j'ai commencé mes études, c'était vraiment l'amour pour la science. Donc, c'était vraiment ça qui m'a apporté vers ici, puis j'ai fait mes études graduées, puis c'était vraiment mieux connaître l'être humain, mieux connaître la vie, comment ça fonctionne et tout ça. Donc, une grande curiosité scientifique. Et puis, par la suite, au courant de mes études graduées, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que j'adorais la science, lire sur la science, mais la faire dans le laboratoire, puis passer mon temps à essayer des expériences qui ne fonctionnaient pas 95% du temps, c'était pas pour moi. J'étais très impatient. Certains diront que j'étais hyperactif, mais à l'époque, c'était pas diagnostiqué, donc c'était juste, il manque de focus. Et donc, je me suis cherché quelque chose d'autre. Et puis, c'est là où je suis tombé sur la carrière dans laquelle je suis tombé, et ça a été pour moi une épiphanie. Pour moi, c'était le meilleur véhicule pour mon intérêt scientifique et pour mon désir de continuer à apprendre au courant de ma carrière, ce qui est le cas. Donc, c'est comme si je continuais à aller à l'université à tous les jours, mais je me fais payer. Fait que c'est très agréable. Et à combiner l'intérêt pour la science, pour le droit, parce qu'il faut que j'apprenne énormément sur la jurisprudence, sur les lois dans les différents pays, et également un autre secteur qui, peut-être, ce n'est pas un secteur que normalement les scientifiques, on est portés vers ça, mais c'est quelque chose qui, moi, m'attirait énormément, et c'est le secteur des affaires. Donc, ça allie le droit, les affaires et la science. Et pour moi, ces trois-là ensemble, c'est une combinaison gagnante. Puis on pourra en parler un peu plus longuement tantôt. Fait que, grosso modo, c'est ça. Je suis un hyperactif qui adore la science, puis que je peux combiner mes intérêts au sein de ma carrière. Ok, donc pour récapituler, vous avez fait toutes vos études en biochimie à l'Université de Montréal et vous êtes maintenant dans un bureau d'avocat, enfin vous travaillez en droit, dans le droit, affaires et sciences. Ok. À peu près, oui. Oui, à peu près. Mais de base, parce que je veux dire, vous n'êtes pas réveillé un matin avec cette idée de « Ah, je veux faire du droit et des affaires, right ?» Donc, est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un? Est-ce que c'est en parlant avec des gens? Comment vous avez... Qui vous a approché dans ce domaine-là? Comment vous avez fini là, en fait? Bien, c'est une excellente question. Puis en fait, la question, en fait, ça surligne un cas que dans mon époque, quand je faisais mes études graduées, on n'avait pas des opportunités d'être sensibilisé à d'autres types de carrières que la science. Puis ça, c'est très important. Parce que quand je me suis retrouvé à peu près à 6 mois de la fin de ma thèse, je ne savais toujours pas qu'est-ce que j'allais faire. Je savais que j'adorais la science, mais je ne voulais pas travailler en laboratoire. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne le savais pas. Et à ce moment-là, j'en parle dans mon laboratoire à mes collègues, puis je leur dis, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis là, il y a un gars qui me dit, mais toi, tu aimes énormément argumenter, tu es toujours en train de chercher la chicane avec les gens et tout ça. Ça ne tenterait pas quelque chose comme en droit? Puis là, j'avais réfléchi à ça, puis je me disais, oui, mais attends, je viens de faire 10 ans d'université, puis je vais encore aller faire un autre bac, un autre 4 ans. Non, il faudrait que je trouve un moyen de faire du droit,
les missions Suits n'existaient pas encore, mais c'est ce que je voulais faire, comme le gars, là, tu sais. Faire semblant d'être un avocat sans être un avocat. Puis là, finalement, il y a quelqu'un d'autre dans le laboratoire qui me dit, ben écoute, moi, je viens d'avoir une entrevue dans quelque chose qui est vraiment cool. Puis là, je lui demande, mais c'est quoi que tu fais? Puis elle me dit, mais c'est quelqu'un qui m'a introduit à ça. Je suis allé dans un cabinet d'avocats, puis on m'a demandé d'écrire et de lire des textes qui ressemblent à des articles scientifiques, mais qu'il faut mettre du jargon légal dedans. Puis ça a l'air vraiment cool comme travail. Puis écoute, ça paye bien. Ça paye plus que technicien de laboratoire. Là, j'ai fait, oh, OK. C'est ça qui m'a attiré. Fait que cette personne-là me donne quelques filons comme de suivre, quelques cabinets. Et je commence à envoyer mes CV un peu partout, sans trop savoir comment me vendre, tu sais, parce que je ne savais pas qu'est-ce que c'était exactement comme travail. Mais je savais que ça risquait de m'intéresser parce que c'était différent, tout en touchant encore à la science. Donc, j'envoie mon CV, une trentaine de cabinets, et je reçois une réponse. Juste une. Mais la réponse, j'avais aucune idée. La réponse était du plus prestigieux cabinet qui ne fait que la propriété intellectuelle au Canada. Et je m'en vais passer une entrevue. Passe une entrevue à Montréal, ça va bien, on est dans un restaurant, on est là, on jase, on boit du whisky, je ne connaissais pas le whisky, on parle de plein de trucs. Après de ça, ils me disent, bon, tu vas aller faire une entrevue à Ottawa. Je m'en vais à Ottawa, je rencontre des associés, puis on parle, et puis ils me parlent de trucs de jurisprudence, je ne comprends même pas qu'est-ce qu'ils me disent, mais ça a l'air intéressant, puis on est dans des restaurants chics, puis je me dis, waouh, je me sens bien ici. Je pense que j'aimerais ça, tu sais. Puis on était dans le bureau, c'était un peu style victorien, puis c'était un peu mon fantasme. Quand je faisais mon doctorat, je me disais, si un jour je fais un postdoc, je m'en vais en Angleterre, parce que là-bas, tu sais, c'est des styles victoriens, puis j'aime ça, tu sais. Fait que finalement, c'est un peu, je me retrouve là par accident, parce que c'est des trucs qui m'attirent, que j'aime, mais je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Et là, je commence à travailler. Et premier jour, ça a été le coup de foudre. Pourquoi? Parce que c'était tout ce que j'aimais de la science, qui était la logique, qui était d'essayer de percer le mystère, je le retrouvais là. Parce que là, c'était... On a un dossier, il y a quelqu'un qui a fait une innovation, puis on essaie d'obtenir une protection légale. Fait qu'il faut traduire la science en termes légaux, tout en étant utile du point de vue business, donc du point de vue des affaires. Donc, il faut comprendre aussi dans les affaires comment ça fonctionne, des investisseurs, des collaborations, des CRO, des CMO. Puis j'avais aucune idée c'était quoi, puis là, il fallait que j'apprenne tout ce jargon-là. Et donc, mon côté scientifique de curiosité était 150% stimulé, fait que mon côté hyperactif, c'était vraiment génial. Et puis en même temps, bien, j'œuvrais dans un domaine où je parlais à des gens, l'exécutif de compagnie, puis ils m'écoutaient. Je me disais, waouh, c'est génial, ça ne m'est jamais arrivé, je ne m'imaginais pas ça, tu sais. Fait qu'après, disons, une couple d'années, je me suis vraiment dit, bien écoute, il faudrait que je retourne, puis d'ailleurs, ça fait partie de ça, il faudrait que je retourne auprès du milieu académique, puis j'en parle. Parce que ce genre de carrière-là, en tout cas dans mon temps, quand je faisais mon doctorat, personne ne m'en avait parlé. Fait qu'il faudrait que j'en parle parce que c'est tellement un débouché qui est hyper intéressant puis qui peut nous emmener à voyager. Le nombre de voyages que j'ai fait pour ce travail-là, c'est génial. Puis c'est ça. Oui, mais c'est vraiment cool. Et tu as mentionné quelques affaires, c'est que, en fait, tu te connaissais très bien, en fait. Tu as utilisé ces caractéristiques pour comme trouver l'emploi de tes rêves. C'est comme tu as pris même genre les caractéristiques que les autres t'ont pointées, genre comme tu es en train d'argumenter pour trouver ta carrière. C'est très important de se bien connaître quand on a cherché une carrière. C'est pas de trouver des choses comme à par hasard. Absolument. Puis, tu sais, là-dessus, je pense que c'est important aussi que je souligne quelque chose, c'est que je ne sais pas comment ça se passe maintenant dans la génération qui sont maintenant dans les études graduées, mais je sais que dans mon temps, je sonne vraiment comme un vieillard, dans mon temps, alors, il y avait une espèce de tabou que si on sortait de la recherche, c'était mal vu, c'était mal perçu. Et puis, il a quand même fallu que moi-même, j'avais ce propre tabou-là, puis je me disais, mais là, je m'en vais du côté le Dark Force. Et si je m'en vais là, mais je vends mon âme, puis vraiment, la science est supposée être ouverte, puis on est supposé partager les connaissances, faire avancer les connaissances humaines pour le bien de l'humanité. J'y croyais à cet idéal-là. Et là, de me dire, mais là, je m'en vais d'un côté où je monnaie la science. J'aide des individus et des compagnies à monnayer la science. Fait qu'il y avait un aspect qu'il fallait que je surmonte, le tabou. Mm-hmm. Donc ça, pour revenir aux commentaires que tu as dit tantôt, de bien te connaître, ça fait partie de ça. Il faut vraiment
s'asseoir et se dire, OK, quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que je veux faire avec les connaissances que j'ai puis les valeurs que j'ai. Puis ça n'a pas été du jour au lendemain, hein, ça a pris du temps, puis c'est du travail. Puis il y a eu beaucoup de bière avec des copains pour essayer de démembrer tout ça puis de démêler tous ces fils-là parce que, évidemment, c'est très complexe comme question. Ouais. Et je pense que c'est comme une raison d'avoir ce balado-là, c'est vraiment d'ouvrir les yeux à qu'est-ce que le monde de carrière peut offrir à nos étudiants qui pour 5 ans minimum, qui est dans la bulle de la recherche fondamentale et comme qui oublie des fois qu'est-ce que sont les autres options, en fait. Et c'est pourquoi vous êtes là ici, pour nous parler de ce chemin de carrière que c'est semble très, comme on a un peu parlé, propriété intellectuelle, mais on n'a jamais pensé comment ça peut se présenter sous forme d'un emploi. Et je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, avec comme les réseaux sociaux, comme l'information, les options sont plus ouvertes, mais c'est vraiment aussi connaître le tabou, genre être confortable à en parler avec ses collègues, comme tu as mentionné là. Mais si je peux me permettre une question avant. Vous avez dit que vous avez eu cet entretien après avoir discuté avec un ami qui vous avait indiqué l'endroit où vous avez appliqué là-dedans parce que vous avez entendu de par un ami. Mais vous étiez déjà à la fin de votre thèse. Mais est-ce qu'il y a des compétences, nous on aime bien appeler ça des compétences transversales, genre communication, networking, whatever. Et est-ce que vous en avez manqué en arrivant à votre job? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aurait plus préparé une fois en arrivant là-bas? Ou si quelqu'un, maintenant, qui est en train de faire sa thèse, aimerait suivre votre parcours, qu'est-ce que vous lui diriez de plus travailler? Ou qu'est-ce qui est important de savoir faire? C'est une excellente question, vraiment. Je pense que c'était juste avant les fêtes. Je suis allé donner un talk dans un institut de recherche ici à Montréal. Et puis, un jeune qui terminait sa thèse qui m'a posé exactement la même question. Puis, en fait, il m'a dit, « Je suis intéressé dans votre carrière, puis je voudrais commencer à travailler avec vous. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je devrais aller me surspécialiser, aller faire un autre cours encore plus en biomol ou en immunologie? » Puis tout ça. Puis, en fait, je lui ai dit, « Si tu vas faire un autre cours de sciences, c'est clair que je ne t'engage pas. Je ne veux rien savoir. Tu as déjà une formation scientifique, tu n'as pas besoin de plus. » En fait, tous les gens qui veulent venir dans ma carrière, d'avoir une base scientifique, c'est le minimum, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant. Puis, en fin de compte, c'est qu'il faut comprendre que dans mon type de travail, tu vas parler et interagir avec des gens d'affaires qui ont zéro background scientifique et qui sont intéressés à construire des compagnies, à croître la compagnie, à attirer des investisseurs, à vendre des produits. La science, c'est juste un moyen pour s'y rendre. Puis après ça, tu vas parler avec des gens en droit, qui eux non plus n'ont pas nécessairement un background en sciences, mais qu'eux, ce qui les intéresse, c'est la jurisprudence, c'est comment on va négocier une licence pour donner des droits, les royautés, tout ça, comment on va négocier tout ça. Fait que d'en apprendre plus sur la science, ça ne donnera absolument rien. Par contre, il y a un truc fondamental. Puis ça, je pense que c'est universel à tout type de carrière. C'est savoir se vendre. Il faut savoir se vendre et donc il faut savoir comment communiquer. Et ça, c'est une habileté que moi, je n'ai pas apprise à l'université. Malheureusement, dans mon temps, on n'avait pas ce genre de cours. Je ne sais pas s'il y en a maintenant, mais des cours de communication, mais des communications efficaces, orales, écrites. Puis là-dedans, ce n'est pas juste de dire il faut que je me vende comme dans un CV, comme dans une lettre de présentation. C'est ça que tu veux dire, Georges? Puis non, ce n'est pas ça. C'est vraiment comprendre le point de vue de l'autre, puis savoir où est-ce que tu veux l'emmener et comment tu vas l'emmener. Parce que l'autre personne, elle pense blanc, toi, tu penses noir, mais tu veux l'emmener à rouge. Comment je fais? Et ça, ça va au-delà de juste se dire il faut apprendre à convaincre. Non, il faut apprendre à comprendre l'autre pour l'emmener vers un compromis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé que c'était une habileté qu'il a fallu que je développe au courant de ma carrière et j'aurais aimé beaucoup l'avoir à mes débuts. Ça, c'en est une. La deuxième, tu l'as nommé, c'est le networking. Hyper important. Donc, moi, quand j'étais petit, mon père me disait « C'est pas ce que tu sais, c'est qui tu connais. » On connaît tous cette phrase-là, right? Puis on se dit, mais voyons, non, ça, c'est des histoires de grand-mère ou de grand-père. De nos temps, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, non, ça fonctionne comme ça.
C'est vraiment qui tu connais qui va t'ouvrir des portes. Ça commence quand on est aux études graduées avec notre directeur de thèse. Il est supposé nous ouvrir des portes. Ce n'est pas cette personne-là, mais c'est quelqu'un d'autre. Il faut absolument trouver qui peut nous emmener là où est-ce qu'on veut aller. Et ça fonctionne comme ça. C'est du pistonnage. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La société humaine, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que c'est vraiment, on n'arrive pas en quelque part tout seul. Donc, le networking, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on se fait des amis pendant le bac, il faut les garder. On se fait des amis pendant les études graduées, il faut les garder. Il ne faut pas juste penser que c'était mes amis de beuverie au bac, puis rendu au niveau professionnel, j'ai plus besoin. Non, non, parce qu'un jour, ces gens-là vont être dans des positions de direction. Donc, ce n'est pas une question de... Je me souviens, l'autre fois, j'avais une discussion avec mon fils qui me disait « Moi, mais papa, tu es en train de me dire il faut que je profite des gens. » Non, c'est pas ça. C'est autant qu'eux peuvent t'aider, toi, tu peux les aider aussi. Fait que c'est juste, on s'entraide. C'est de l'entraide, c'est pas de profiter l'un de l'autre. Fait que ça, c'est quelque chose qui... malheureusement, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais beaucoup laissé tomber mon réseau en me disant que c'était un réseau de beuveries puis de festivals de biochimie qu'on se faisait à l'époque. Mais non, c'était vraiment, c'est des gens avec qui tu as travaillé, avec qui tu as eu des liens, en qui tu peux avoir confiance. Puis, par après, bien, il a fallu que je renoue ces liens-là. Puis, depuis que j'ai pris cette position-là, écoute, ma carrière, elle a pris un envol incroyable. C'est bon, ouais, je pense que c'est très bien. C'est très important en fait, comme on a dit, c'est pas de se profiter. Et je pense que souvent, on fait des amis qui vont, dans le futur, faire on sait pas quoi, qui va se lancer dans n'importe quelle type de carrière. Et quand on se connaît, c'est pas pour cette raison. C'est juste important de se permettre à genre pas être resté seulement dans leur bulle, mais genre de parler à du monde en général. Et c'est ça, c'est comme vraiment pas trop focusé que sur qu'est-ce que tu as à faire là. Puis des fois, ça, c'est peut-être un biais qu'on a quand on fait de la science. Bien souvent, on va en science parce qu'on est introverti. Enfin, j'en ai vu beaucoup. Parce qu'on était introverti, on va aller en sciences parce qu'on se dit, bien, j'ai besoin de parler avec moins de monde, je vais juste travailler avec mes pipettes, puis c'est ça, puis ou avec mes souris, puis mes cellules en culture, puis je parlerai à personne. Mais en fin de compte, c'est que même si ce que tu veux faire, c'est un travail en sciences, tu dois parler aux gens, puis tu dois convaincre les gens. Parce que quand ils vont dire « je ne crois pas en ton data, je ne crois pas en tes manips », il faut que tu les convainques. Fait qu'il faut leur parler. Ou leur écrire et tout ça, mais il faut être capable d'avoir ces habiletés-là sociales. Et donc, moi, je le répète énormément à mes enfants puis aux juniors qui travaillent également dans le cabinet, parlez à tout le monde, faites-vous connaître, parce que ça passe par là, le succès. On a parlé de communication comme une compétence très importante à développer. Et dans certains laboratoires, il y a des profs qui aiment aider leurs étudiants à développer des compétences transversales au-delà de la science. Mais bien sûr, ils vont être sous l'utilité de la science, comme la pensée critique, comment vendre un projet, ça va sur lui-même. Et dans votre cas, quand vous avez fait un doctorat, c'est sûr que vous avez eu des compétences transversales que juste rester au laboratoire pour les expériences. Quelles sont ces compétences transversales que vous avez apprises durant votre doc qui étaient très utiles dans votre carrière? C'est une bonne question. Puis en fait, quand j'ai commencé ma carrière, je me disais, bon, ben j'ai un background en neurosciences, en biochimie, un peu d'immuno, beaucoup de biomol. C'est tout ce que je sais. Je vais rester là-dedans. Je suis confortable là-dedans, tu sais. Puis après 6 mois d'avoir commencé ma carrière, en fait, je suis parti à Ottawa. Puis là, quand je suis revenu à Montréal, c'est là que j'ai rencontré mon mentor. Et mon mentor m'a pris sous son aile puis il m'a dit, « Écoute, il y a un deal qui s'en vient. Il va falloir qu'on aille négocier quelque chose, mais ça a rapport au réacteur nucléaire. » Puis moi, j'ai regardé, j'ai fait, « Attends, ça n'a rien à voir avec mes études. T'es sûr? » Puis il me dit, « Oui, viens, on va y aller. Fait que là, on y va. On s'en va dans le nord de l'Ontario, on visite une centrale nucléaire, je parle avec plein de scientifiques, on parle de plein de trucs d'ingénierie, de trucs de physique, des affaires comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma formation dans mon PhD ou, par exemple, dans l'examen prédoc, il a fallu que j'apprenne rapidement un projet comme dans 2 semaines, puis que j'ai déjà des idées, puis que je sois capable de critiquer. Cette capacité-là à apprendre rapidement sur un sujet, à voir les failles, à voir les opportunités, c'est ce qui m'a permis, dans ce dossier-là, de centrale nucléaire, d'apprendre la science rapidement, puis
puis de voir comment le contrat interprétait certaines terminologies qui, en nucléaire, voulaient dire X et non pas Y. Et là, j'ai pu tout décortiquer ces affaires-là grâce à mon entraînement en sciences. Et par la suite, c'était drôle parce que quand j'ai remis mon rapport, c'était quand même un gros rapport, c'était peut-être une 20aine de pages sur comment fonctionne un réacteur nucléaire, je me disais, hey, je suis juste un biochimiste. Je suis qui, moi, pour écrire ce rapport-là? Bref, j'ai l'écrit et on s'en va à Ottawa défendre ça devant le client. Et là, on est devant le VP R&D d'une grosse corporation qui est intéressé dans mon rapport. Puis là, on commence à en parler. Là, j'étais un peu nerveux. Je suis tout jeune. Je commence ma carrière. Une chance que je porte un veston parce que je suis en train de suer en dessous. Et là, je fais ma présentation. Il pose des questions. Je réponds aux questions. Puis on termine le tout. Fait que tout va bien. Je suis comme, wow, j'ai survécu. Je m'en vais voir le VP après le meeting. Je lui dis, en toute honnêteté, j'étais très nerveux parce que, vous savez, monsieur, moi, je suis juste un biochimiste. Et là, il part à rire. Il me regarde puis il me dit, moi aussi. Fait que là, on était deux biochimistes, qu'on parlait de trucs nucléaires. Puis là, je me suis rendu compte que, écoute, c'est pas parce que tu t'es entraîné dans un domaine en particulier que le reste de ta carrière, tu devrais juste te cantonner à ce domaine-là. Mais plutôt utilise ta capacité à comprendre la science complexe pour utiliser le même genre de grille analytique pour comprendre plein d'autres trucs complexes. Et c'est avec cette grille analytique-là que tu apprends à la former en faisant de la science que maintenant, je peux me permettre de faire des trucs. Écoute, maintenant, je fais des affaires de management du grid électrique, d'automatisation d'entrepôts, de plein d'affaires hyper cool. Puis en même temps, je fais des affaires sur l'inhibition de MYC dans le cancer. Tu sais. Fait que c'est génial. Tu peux toucher à plein d'affaires quand que tu te dis, OK, je ne vais pas me cantonner juste à ce que je sais. Et ça, c'est très important, par exemple, dans ma carrière. Parce que les gens qui font mon travail, il y a deux écoles de pensée. Il y a ceux qui se disent, je vais protéger des innovations dans mon domaine technique. C'est bien, tu peux faire une carrière comme ça, très bonne, tu vis très bien, tu as du succès. Parfait. Ou tu peux faire quelque chose d'autre qui est, je vais sortir de mon champ d'expertise. Je vais apprendre, et quand c'est un petit peu trop compliqué, je vais déléguer à des gens qui s'y connaissent, mais je veux être l'interface entre les affaires, le droit et la science. Quand tu fais ça, tu sors de ta zone de confort et c'est là que tu apprends. Puis dans mon cas, c'est ce qui est arrivé. Puis ce que j'ai appris, c'est des habiletés, par exemple, sur comment négocier un contrat de cession de propriété intellectuelle. Comment négocier des termes de royauté quand tu fais une licence. Ça, ce n'est pas des trucs que j'ai appris à l'université, c'est des trucs que j'ai appris au travail parce que j'ai levé la main quand on m'a dit « Y a-t-il quelqu'un qui veut faire ça? » alors que ce n'était pas dans mon champ d'expertise. Puis ça, c'est un truc que je pense qu'au niveau de notre carrière, c'est hyper important. Avoir le courage de se dire « Quand je suis dans le labo à mon doctorat, je suis l'expert. Tout le monde vient me voir. » On se sent bien. Tu sais, au niveau égo, on se sent bien. Je suis l'expert. Tout le monde vient me voir. Non, plonge, va-t'en dans un domaine où tu ne connais absolument rien et aie l'humilité de dire « Je ne connais rien, mais je vais l'apprendre. » Puis ça ne peut pas être si compliqué que ça. J'ai fait un doctorat. Fait qu'on y va. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé dans des deals super intéressants. Puis la fois où je me suis retrouvé devant une grosse pharma qui faisait ce qu'on appelle une revue diligente, donc c'est comme une inspection de maison avant d'acheter la maison, qui faisait une inspection d'une biotech montréalaise, puis que je devais défendre la biotech montréalaise, puis qui me posait des questions. Encore une autre fois, très content d'avoir le veston parce que j'avais des cernes en dessous de sueur, mais que la grosse pharma me posait vraiment des questions très pointues sur le droit, sur la science, sur les affaires. Mais j'ai sorti grandi de ça. Puis c'est ce qui m'a permis maintenant, aujourd'hui, que je suis associé puis que j'ai une équipe qui travaille pour moi, d'avoir cette confiance-là, de dire aux plus jeunes, on s'en va là-bas, puis c'est ça qu'on va dire à la grosse pharma qui va poser la question. Puis on y va. C'est vraiment de s'essayer dans les affaires qu'on est moins confortable avec, qui nous rend confortable vraiment. Et c'est comme quand au début, on disait non, être en sens critique, non, ça va marcher. Dire ça à notre prof, parfois c'est inconfortable. Et tu réalises que ton prof est correct avec et tu es plus en plus confortable. C'est un peu plus ou même chose, je présume, dans la carrière comme dans ta carrière. Genre, absolument, oui.
Une autre question, donc, on parlait de genre d'être critique, donner des opinions sur les projets que vous devez genre, défendre envers notre compagnie. Comment vous voyez ces compétences transversales transférées au côté juridique? Est-ce qu'il y a des compétences qu'on voit dans le côté juridique qui sont transformées, comme qui est transférées sur ce côté? Genre, est-ce qu'il y a comme des compétences similaires entre les deux, genre en juridique et en sciences? Je te dirais, oui, il y en a, même si on dirait que c'est deux mondes complètement différents. Ils sont différents dans l'application, OK? Mais certains concepts, la logique, l'argumentation, c'est très important en sciences et c'est très important en juridique. Donc, des fois, on va se battre sur une virgule qui est placée avant un mot ou après l'autre mot. Puis tu peux te dire, mais en science, on ne fait pas ça. Really? Ton contrôle négatif, j'y crois pas. Puis là, tu vas me dire, mais oui, mon contrôle négatif, il est bon parce que regarde ma barre d'erreur, où est-ce qu'elle est? Really? Fait que là, on va se battre sur la barre d'erreur. On va se battre sur, tu avais un n égale 3 et non pas 4. Moi, je veux 4. Tu sais, puis ce genre d'affaires-là, c'est cette capacité-là à trouver, elle est où la virgule mal placée? On l'a en science aussi. C'est juste que ce n'est pas des virgules, c'est le data. On se bat sur le data, on se bat sur l'incubation, c'était pas 35 minutes, c'était 15 minutes. Là, tu as complètement dénaturé ta protéine, tu sais. Fait que c'est de trouver cette façon-là, la faille dans ta logique. Si tu veux gagner ton point, c'est ça que tu vas attaquer. Tu vas attaquer la logique de l'autre, tu vas attaquer son data. Mais ça, c'est quelque chose que c'est la même chose dans le juridique. La personne va te dire, ma technologie vaut 20 millions. Puis moi, je vais dire, non, elle ne vaut pas 20 millions. Elle vaut 2. Voici pourquoi. Puis là, tu sors ta logique. C'est la même chose. C'est la même chose que de dire, bien, ton granule, mais il n'y a pas d'ARN dedans. Parce que, regarde, je n'en vois pas sur le gel. Puis là, tu dis, oui, mais c'est parce que ce n'était pas RNase free. Ah oui, OK. Fait que là, on commence à débattre là-dessus. C'est la même chose en juridique. Chacun a son camp, chacun a sa position. Puis là, c'est de savoir, moi, je vais l'emmener dans mon camp. Comment je fais? Puis là, on utilise la logique. Fait que c'est la même chose, c'est les mêmes compétences. D'accord. Donc, en gros, si je peux comprendre, c'est la méthodologie ou l'approche de la situation qui est similaire en sciences ou en juridique, mais les arguments qui diffèrent. Mais du coup, je sauterai sur une question. Est-ce que vous arrivez à anticiper les questions qu'on va vous poser? Comment vous arrivez à lire l'autre personne? Genre, comment vous avez appris à faire ça? Bonne question, je ne le sais pas. Non, mais écoute, je te dirais, une partie, c'est avec l'expérience. Ça vient parce que c'est tout le temps le même genre d'objection qu'on va te sortir, tout le temps la même chose. L'acheteur veut payer moins cher, le vendeur veut vendre plus cher. C'est la même chose, c'est la logique de l'économie. Puis après de ça, ben, c'est essayer de se préparer d'avance, comme par exemple, si je représente le vendeur, ça va être d'essayer de revoir toute sa science, qu'est-ce qui se tient, qu'est-ce qui ne se tient pas, quels sont les gaps. Puis vraiment, c'est comme on ouvre la robe, puis on regarde qu'est-ce qu'il y a en dessous. On est mieux de se préparer en regardant toute la science et tout le juridique, de voir quels sont les défauts pour être prêt. On ne les dévoile pas nécessairement à l'autre partie, mais on est prêt. Maintenant, l'inverse, si je représente l'acheteur, maintenant, c'est d'essayer de faire comme quand on faisait le prédoc. J'ai 2 semaines, il faut que j'apprenne tout. Il faut que je lise plein d'articles, il faut que je regarde plein d'affaires, plein de brevets, puis je regarde c'est quoi les challenges dans cette industrie-là, dans cette technologie-là. Puis j'essaie de voir, eux, comment ils ont répondu. Est-ce que j'y crois? Puis maintenant, c'est d'essayer de voir quelles sont les failles au niveau scientifique, au niveau juridique et même en affaires. Fait qu'avec l'expérience, je commence à voir les différents blocs qui bougent et comment les mettre ensemble. Donc ça, c'est toute la grille qu'on apprend quand on fait nos études graduées, c'est essayer de voir tous les objets mouvants, le type d'anticorps que tu mets, le type d'incubation que tu mets, le genre d'enzyme, tu sais, c'est la même affaire. C'est juste que maintenant, on parle de blocs différents, mais c'est toujours de la logique. Donc, au fur et à mesure que ta carrière, elle avance dans mon domaine, c'est que tu commences avec des petits mandats, des petites transactions, puis éventuellement, tu t'en vas sur des plus grosses, mais c'est juste le montant qui change. La logique, elle reste la même. Donc, la façon, la méthodologie reste la même. Il faut juste la peaufiner, puis apprendre à parler le jargon. Et du coup, c'est pareil quand vous essayez de... Disons, si vous représentez le vendeur, comment vous faites pour gagner sa confiance? Ou pas gagner sa confiance, mais pour
vraiment qu'il ait confiance dans le fait que c'est vous qui veut pour représenter ses ventes ou quoi. J'ai plus besoin de faire ça. Maintenant, j'ai une Ok. réputation. Non, mais je parle de base. mais c'est ça, c'est quand j'ai commencé, comment j'ai réussi dans mon premier coup, c'est ça, c'était assez drôle parce que ça faisait, je pense que celle-là, oui, le premier mandat, je pense que ça faisait 6 mois. Oui, c'est quand je venais de revenir à Montréal. Donc, ça faisait 6 mois que j'avais commencé ma carrière. Et mon mentor qui me dit, pendant les temps d'arrêt de notre truc nucléaire, il me dit, on a une transaction. On a un investisseur donc un fonds d'investissement, sont intéressés à investir dans une compagnie montréalaise et nous, on représente l'investisseur. Donc, on représentait ceux qui voulaient mettre de l'argent dans une compagnie pour l'aider à croître. Donc, en quelque sorte, je représentais l'acheteur. Okay? Donc, le vendeur, c'était la compagnie qui disait, regardez ma technologie, comme elle est géniale et tout ça, investissez. Là, on arrive là, puis il y avait un cabinet qui représentait la compagnie. Et puis, quelqu'un d'expérience, peut-être une dizaine d'années, une douzaine d'années d'expérience. Fait que là, moi, je me dis, mais écoute, moi, j'ai juste 6 mois. Je suis qui, moi, pour le dire qu'il y a tort? Ben, tu sais, j'avais énormément de... J'étais très cocky à l'époque. Je me dis, je suis capable de trouver des trous dans sa logique. Fait que là, on se met à regarder ses affaires. Je me mets à regarder ses affaires, puis là, je me dis, ça marche pas. Parce que commercialement, ils veulent vendre un vaccin. Mais les brevets, ils ne couvrent pas un vaccin. Ils couvrent une méthode pour faire croître les animaux. Je dis comme, ça marche pas. Ça marche pas. Fait que là, j'ai dit ça à mon patron. Puis mon patron, il me dit, ouais, puis c'est quoi que tu proposerais pour arranger ça? OK, je m'en vais. Là, je regarde. OK, c'est comme ça, je le ferais. Je regarde dans la loi, puis là, je trouve un loophole, je trouve une façon de contourner un problème qu'il y avait. Puis tout ça, c'est toute la logique scientifique. Tu sais, c'est de voir le problème, puis essayer de trouver la solution. Fait que là, j'ai trouvé la solution. Là, j'arrive, puis je propose ça à mon patron. Mon patron regarde ça, puis il me dit, OK, c'est bon, tu m'as convaincu, j'en parle au prochain meeting. Fait que là, on s'en va au meeting. Tu as la compagnie qui est là, tu as les investisseurs, l'Université de Montréal a été impliquée, tu as le cabinet de la compagnie et tu as nous. Fait que là, il y a plein de monde, tous des gens seniors alentour de la table. Moi, je suis le petit jeune qui vient d'arriver du labo, tu sais. Ça faisait 6 mois que j'avais un col roulé puis un sarrau, puis maintenant, j'étais en veston dans une salle de conférence. Elle n'était pas victorienne, mais ça s'approchait. Et là, moi, j'attends, tu sais. Puis mon patron qui me regarde, puis j'attendais que mon patron, tu sais, il commence à expliquer c'était quoi la solution, puis qu'est-ce qu'il fallait faire. Là, mon patron se retourne vers moi, puis il me dit, Georges, explique donc ton affaire. Là, je fais comme, what? Moi? Fait que là, j'avais le veston, les cernes en dessous. Fait que là, je commence à expliquer mon affaire, puis là, je me sentais un peu nerveux parce que là, je suis en train de dire à l'autre qui avait peut-être une dizaine ou une douzaine d'années d'expérience, t'as foiré. J'ai trouvé un trou dans ta logique, puis moi, je sais comment l'arranger. Là, j'explique les affaires. Ils aiment ça. Tout le monde a aimé ça. L'autre, il a essayé de se défendre un peu, mais finalement, il a dit, t'as raison. Et ça se termine comme ça. Et après ça, la compagnie, donc qui vendait sa technologie, a tellement aimé ce qu'elle a entendu qu'elle a dit, je veux que tu viennes travailler pour moi. Donc, j'ai tassé l'autre cabinet, j'ai commencé à travailler pour eux autres, et c'est comme ça que j'ai gagné sa confiance, en démontrant que je ne prenais pas la parole de quelqu'un d'autre comme the gospel. Donc, c'est pas parce que quelqu'un me disait « c'est pas faisable » que je disais « ah, OK, c'est pas faisable. Oui, c'est correct, le brevet sur le vaccin, on ne peut pas l'avoir. » Non, c'était comme « OK, on va vraiment aller fouiller. Je vais regarder la science, je vais regarder le juridique, je vais regarder le modèle d'affaires. Ça ne fonctionne pas. Mais il faut que je trouve une solution. » Fait que c'est de ne pas s'arrêter à juste dire « ça ne marche pas. » Non, ça ne marche pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est de trouver une solution. Et puis, c'est en prenant cette attitude-là, puis en prenant cette façon-là d'opérer, que j'ai commencé à gagner une certaine réputation dans le milieu, puis que là, les clients ont commencé, au tout début, c'était difficile parce que j'étais jeune, fait que c'est dur de convaincre les gens. Puis en plus, les Bruns, on a l'air moins vieux, fait qu'apparemment. Fait que j'avais l'air d'un petit bébé quand j'ai commencé ma carrière. Et puis là, on arrive quelques années plus tard, puis là, c'est les clients qui viennent me voir, puis qui me demandent « Hey, tu pourrais-tu travailler pour moi? » Quand ça s'est arrivé, là, j'ai fait comme « OK, là, je viens de passer de l'autre côté de la montagne, c'est fantastique, ça va être plus facile. » Mais je me trompais, c'est pas plus facile, mais au moins, j'ai plus besoin de me battre pour ça, mais il faut continuer le travail constamment. Parce que maintenant, il faut que je forme les plus jeunes, il faut que je forme l'équipe, puis ça, c'est beaucoup de travail.
Donc, si je ressens un peu quelque part de parler depuis le début, c'est comme savoir à qui on parle. Et de là, c'est vraiment, en fait, de se vendre, de qu'est-ce que je peux t'offrir. C'est comme dans cette situation de l'histoire que vous venez de raconter, c'est vraiment de comme, OK, il m'avait demandé quelque chose, mais j'ai pris à cœur et je suis capable de t'offrir plus. Plus que tu me demandes, je suis sur ton côté. Je vois aussi l'importance autant que toi. Et je pense que est-ce que je sais pas si vous êtes d'accord, que tu es d'accord, mais c'est plus ou moins comme ça dans la vie en général. C'est pour montrer à quelqu'un que je peux je peux t'offrir autant que tu en as besoin. C'est comme ça aussi quand on cherche un emploi, en général, dans n'importe quelle interview pour n'importe quelle position. Absolument, tu sais, puis juste à repenser à quand tu es arrivé dans le laboratoire pour postuler pour ton doctorat. Est-ce que tu es arrivé puis tu as juste dit « je t'intéressais à faire un doctorat » puis tu t'es mis à regarder à terre? Non, right? Il a fallu que tu le convainques. Puis là, le chercheur, en même temps, il vend sa recherche, puis parce qu'il est en compétition avec les autres chercheurs, fait qu'il veut ramasser les plus brillants dans son laboratoire. Fait que les deux, vous êtes en train de faire du flirt, même si ça ne paraît pas. Dans notre tête d'étudiant, on se dit, c'est juste moi qui est en train de me vendre. Non, non, le chercheur aussi est en train de se vendre. Les deux, vous êtes en train de vous vendre. Puis c'est comme ça dans toutes les interactions. Que ce soit en affaires, que ce soit dans la vraie vie, tu t'en vas dans un bar. Maintenant, on ne fait plus ça. Hein. Mais dans mon temps, on allait dans un bar rencontrer du monde. Puis là, il fallait que tu te vendes. Il fallait que tu parles de qui tu es, de ce que tu fais, des affaires comme ça. Maintenant, je pense que c'est en application. Hein, que ça, OK, c'est autre chose. Ah, c'est ça. Il y a aussi comme des interactions au bar dans les free time, dans les conférences. Donc, ça n'a pas trop changé, je dirais. OK. Mais c'est ça, tu sais. Puis je me souviens quand je faisais les conférences scientifiques, puis que là, tu présentais ton poster, puis là, tu avais 3-4 personnes qui venaient, mais il y a le poster à côté, puis là, les personnes commencent à regarder le poster à côté. Non, non, tu veux les attirer. Tu veux qu'ils restent concentrés sur ta science, sur ton truc. Mais c'est la même chose, right? Il faut que tu trouves comment les intéresser. Si tu fais juste parler d'une façon monologue, tu sais, de ta science, puis juste monotone, puis tu parles, tu sais, j'ai fait précipiter mes protéines, puis là, j'ai fait ça, puis nanana. Man, les gens, ils vont commencer à regarder leur heure, ils vont commencer à regarder leur téléphone, puis ils vont s'en aller dès qu'il va y avoir un silence, right? Il faut que tu gardes l'intérêt. Ça, c'est savoir se vendre. Tu vends ta science, tu vends ta personne, puis ça, c'est dans toutes les sphères de ta carrière. Il faut que tu continues à faire ça. Donc, on a parlé de réseauter et on a parlé avant aussi, genre, de bien communiquer. C'est pas juste de bien parler. C'est, tu sais, être très honnête quand on parle. Et c'est quoi votre conseil sur ce point-là, genre, comme, de comment c'est bien de communiquer avec le client? Bien, tu sais, je pense que c'est un point super important de parler avec authenticité. Puis, ça m'a pris beaucoup de temps au début. Quand j'ai commencé, j'étais très timide dans ma carrière, tu sais. Fait que, même si ça n'a pas l'air, parce que des fois, je levais la main puis je disais « ouais, je suis capable de le faire ». Mais en même temps, quand je me retrouvais devant des gens que je me disais « ils savent plus que moi », bien, je parlais pas. Je les laissais parler, puis j'étais très timide. Mais à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que c'est pas parce qu'ils sont dans une position supérieure dans la hiérarchie d'une société ou d'une corporation que nécessairement, ils en savent plus que moi. Fait que quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me détendre dans mes interactions professionnelles. Puis quand tu te détends, automatiquement, tu commences à devenir plus authentique. Et quand tu deviens plus authentique, tu as moins l'air d'un robot. Tu as moins l'air d'un personnage. Puis là, les gens, ils commencent à se dire, OK, là, je commence à voir la vraie personne derrière. Et c'est là que les crochets, ils arrivent. C'est là que tu te fais des amis. C'est là que quand moi, j'ai commencé à appliquer ça, mes clients sont devenus mes amis. J'ai des clients, on va à nos chalets respectifs, on se fait des double dates. Il y a comme plein d'affaires comme ça qu'on se fait qu'avant ce changement-là, ça n'existait pas parce que je me cloisonnais derrière il faut être professionnel, il ne faut pas parler de notre vie personnelle et tout ça. Mais ça faisait en sorte qu'il y avait tout le temps un genre de petit malaise qui faisait en sorte que les gens voyaient que ce n'était pas authentique. Et si ce n'est pas authentique, tu ne sais pas si tu peux faire confiance à la personne. Et avoir confiance en la personne, c'est fondamental dans ma carrière, puis je pense que dans n'importe quelle carrière. Si tu n'as pas confiance en la personne devant toi, tu ne vas pas vraiment l'écouter. Si tu ne l'écoutes pas, mais est-ce qu'elle essaie de te vendre comme produit ou service? Elle ne va pas te l'acheter.
Puis si le produit service, c'est toi, parce que tu veux avoir un poste pendant une entrevue, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut être authentique. Ça ne veut pas dire arriver là puis commencer à parler de ce que tu as fait en fin de semaine, puis toutes les boissons que tu as pris, puis la vodka, puis tu t'es retrouvé en dessous de la table, les affaires de même. C'est pas ça. Mais c'est vraiment quand on parle d'authenticité, on parle des émotions humaines. C'est de voir derrière le rideau de politesse, puis de vraiment comprendre que tout le monde, on a des anxiétés, on a des peurs, on a des rêves, on a des amours, on a plein de trucs comme ça. Tout le monde, on vit ça. On est tous des êtres humains. Fait que quand on comprend ça, puis on comprend que l'autre personne devant soi, elle a ça aussi. Tu sais, moi, ça m'a pris du temps parce que, tu sais, j'étais introverti, scientifique, puis je ne comprenais pas ces affaires-là. Puis après ça, quand je l'ai compris, j'ai fait « Ah, OK! » Fait que tout le monde est comme moi. « Ah, OK! » Fait que là, ça m'a relaxé. Puis ça m'a vraiment fait un tournant au courant de ma carrière, puis ça a vraiment décollé à partir de là. Je pense que maintenant, on peut passer aux questions... Sur le côté de votre carrière, Ouais. sur le côté intellectuel. Donc, on a pas mal entendu ce mot de brevet, propriété intellectuelle. Est-ce que tu pourrais en parler plus et qu'est-ce que tu aimes sur ces sujets-là? Oui, bien sûr. En fait, c'est super vaste. Je pense qu'on pourrait en parler pendant 3 heures de temps, pendant un souper au complet là, de propriété intellectuelle et brevets et tout ça. Je te dirais, il y a ce qui est connu du public, puis ce que moi j'ai vu qui peut être fait. Et c'est vraiment, ce qui est connu du public, c'est vraiment une goutte d'eau. Puis c'est vraiment un océan, ce qu'on peut faire avec ça. Puis en fin de compte, c'est que propriété intellectuelle, c'est vraiment tout ce que tu peux imaginer, concevoir et créer. C'est la propriété intellectuelle. Okay? Ça peut être un dessin, ça peut être un film, ça peut être la musique, c'est du data, c'est une technologie, c'est plein de trucs comme ça. Mais maintenant, quand on parle dans mon domaine, propriété intellectuelle, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça pour garder les droits de la personne qui l'a conçu. Donc, par exemple, si tu arrives et tu me dis « Hey, Georges, j'ai une idée géniale. Je vais faire une musique en do mineur tout le long. » Et je vais dire « OK, c'est bon. Vas-y, fais-la. » Fait que là, tu arrives, tu me composes quelque chose en do mineur, puis c'est fantastique, ça devient le tube de l'année. Tout le monde l'écoute, c'est aux Grammys, tout le monde très bien. Bien, le travail que tu vas avoir mis pour créer ça, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre le prenne, le mette sur une publicité, puis commence à vendre des souliers avec ça, puis il fasse plein d'argent, puis qu'il ne te donne rien. Parce que tu vas dire, mais attends, c'est moi qui l'ai créé, c'est le fruit de mes labeurs, c'est moi qui a travaillé fort, puis que j'ai eu l'idée, puis que j'ai commencé à concevoir comment la mettre en place. Ça, c'est la propriété intellectuelle. Et ce que moi je fais, c'est comprendre comment prendre ça, cette idée-là, ce concept-là, l'écrire dans un document pour que ça devienne un contrat légal, puis après de ça, comment on va monétiser ça? Fait que le fameux gars qui veut vendre ses souliers, peut-être que tu serais disposé, mais pas gratuitement. Alors là, on va négocier. Combien ça vaut? Puis tout ça, il faut comprendre le marché, il faut comprendre, mais la musique, comment elle va influencer les gens à en acheter? Moi, je pense qu'avec ma musique, tu vas vendre 50 % de plus. Donc, je devrais avoir une part de ces 50 %. Right? Fait que ce genre de truc-là, c'est ce que je fais dans mon travail. Donc, c'est de prendre, si on prend par exemple une thérapie avec des petites molécules dans le cancer, on va se dire ça. Fait qu'il y a un laboratoire qui en découvre une dizaine, puis qui me dit, bien Georges, voilà, c'est mes 2 étudiants au PhD qui ont trouvé ces 10 molécules-là. On veut protéger ça parce qu'on voudrait aller chercher des fonds, se faire une start-up, faire une spin-off de l'université, puis les étudiants, ils vont devenir des entrepreneurs. Mais là, les entrepreneurs, il va falloir qu'ils aillent voir des investisseurs parce que ça prend beaucoup de millions de dollars pour développer une thérapie, puis beaucoup d'années. Et donc, si tu n'es pas bien protégé, puis si tu n'as pas de l'argent, bien, n'importe qui va te copier à un moment donné, puis tu ne pourras rien faire. Fait que là, c'est de prendre cette idée-là, de ces molécules-là, de voir qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qui pourrait être modifié, puis quand même rester à l'intérieur de ton idée, le mettre dans un document, puis le déposer dans les pays, parce que ça fonctionne pays par pays, dans les pays d'intérêt commercial. Donc, dans ton plan, tu me dis, bien, moi, je ne veux pas vraiment la commercialiser parce que ça prend un Salesforce, ça prend aller faire autoriser ça dans tous les pays, ça prend après de ça aller convaincre les médecins de prescrire cette affaire-là. C'est bien trop compliqué. Je vais laisser Pfizer faire ça. Mais moi, je vais donc la vendre à Pfizer. Ah, OK. Alors, ça, c'est ton plan. C'est ton plan d'affaires. OK, parfait. Comment on va y arriver? On y va en reculons. Fait qu'on se dit, OK, fait qu'on a besoin de l'emmener en phase 1B. OK, on va l'emmener en phase 1B. Alors,
Ça veut dire qu'on est rendu où dans le développement des molécules, puis là, on va mettre des jalons pour savoir quand est-ce que tu aurais de l'innovation qui va être créée dans tes molécules au courant du progrès. Fait qu'on se fait un plan de propriété intellectuelle, de comment je vais protéger pour qu'à la fin du parcours, on maximise la valeur de notre technologie. Et c'est ça mon travail. C'est de comprendre toutes ces affaires-là, de créer un plan, puis après de ça, de le mettre en exécution. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe avec le temps, en voyant qu'est-ce que les grandes pharma recherchent. Fait que d'où que c'était intéressant qu'à un moment donné, je représentais les grosses pharma, parce que là, je comprenais c'est quoi qu'ils recherchaient, puis après de ça, représenter les petits, parce que là, je sais, eux, comment est-ce qu'il faut faire pour vendre l'idée à la grosse pharma. Puis en plus de ça, mon expérience à l'extérieur de la pharma et la biotech, parce que là, tu commences à voir les concepts d'affaires, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'une personne d'affaires, qu'est-ce qu'elle recherche vraiment, qu'est-ce qui la fait tiquer, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il va perdre de l'intérêt. Puis c'est pas nécessairement que la science, elle n'est pas bonne, la science peut être géniale, mais il y a un problème, c'est que obtenir l'approbation réglementaire, c'est bien trop compliqué, ça coûte trop cher. Fait que là, ils ne vont pas le faire, alors que la science, elle est géniale. Mais ça, si tu le comprends dès le début, tu peux l'adresser directement. Puis ça, c'est des trucs auxquels je touche. J'ai des collègues qui se spécialisent uniquement en réglementaire. Fait que là, je parle avec eux autres, puis on essaie de comprendre bien avant qu'on soit rendu là. Comment se préparer pour mieux aider notre client, les chercheurs, la start-up, le spin-off de l'université ou une compagnie un peu plus grosse, à se préparer à ce jour-là. Fait que c'est toute une question de stratégie où on touche à la R&D, on touche au légal, le réglementaire, les affaires. C'est une grille de plein d'objets qui bougent, puis de facteurs et de variantes qui font que c'est hyper stimulant intellectuellement. Fait que pour quelqu'un d'hyperactif comme moi, c'est hyper intéressant que ce soit stimulant comme ça et non pas que ce soit juste un travail où tout ce que je fais, c'est juste protéger des innovations jour après jour, puis que je n'ai pas besoin de voir tous ces objets mouvants-là. Donc, dans ton travail, c'est quels les enjeux les plus complexes et les mal compris autour du prédictionnel en biotechnologie, en fait? Bonne question. Écoute, il y en a plein. On va commencer avec le premier, qui est, bien écoute, un brevet, c'est inutile parce que si je me prends un brevet, bien, il faudrait que je poursuive quelqu'un qui va me copier et je n'ai pas d'argent. Ça coûte bien trop cher, ça ne sert à rien. Je ne vais pas me prendre un brevet. Puis là, je dis, OK, on va prendre ta logique. Donc, tu es en train de me dire que tu es en train de développer une technologie. Oui, je suis en train d'en développer une. Elle va guérir le cancer? Ah oui, ça va guérir le cancer. OK. Ça va coûter combien la développer pour l'emmener sur le marché? Oh, peut-être 100 millions. Pourquoi je mettrais, moi, 100 millions dans ton affaire? Supposons que j'ai 100 millions. Tu me demandes, moi, de mettre 100 millions. OK, je mets 100 millions, tu la développes. Là, quand tu arrives pour faire l'approbation réglementaire à la FDA, notre compétiteur Pfizer s'en rend compte. Puis eux, ils ont un département d'R&D avec 500 PhD. Toi, tu en as juste un. Il va nous battre. Right? Fait que dès que tu commences à en parler, parce que tu vas aller dans les congrès, right? Ouais, tu vas en parler, hein? Oui, tu vas publier. Ouais, je vais publier. OK, fait que là, tout le monde va le savoir ce que tu es en train de faire. Donc, ils vont te copier. Ils vont aller plus vite. Rendu à la ligne d'arrivée, ils vont nous battre. Puis ils vont me dire, ouais, mais je n'ai pas les moyens pour me défendre, je ne peux pas les poursuivre. Mais c'est pas toi qui vas les poursuivre. Right? Tu as le brevet. Supposons que Pfizer décide, pour nommer Pfizer, mais ça pourrait être n'importe qui, décide de copier. Mais toi, après de ça, tu t'en vas voir Eli Lilly, tu y vends ta technologie. C'est Eli Lilly qui va se battre avec Pfizer. Pas toi. Alors, quand on pense brevet, il ne faut pas penser, moi, je dois les poursuivre. Non. Ceux qui vont poursuivre, c'est ton acheteur. Donc, quand tu es une biotech, tu dois penser que ta seule valeur, c'est ta propriété intellectuelle. Parce que tu ne vends rien. Donc, un concept d'affaires, c'est que la valeur de ton entreprise, bien souvent, c'est tes revenus multipliés par un facteur. Donc, une biotech, elle a 0 revenu. Donc, multiplié même par 1000, c'est 0. Donc, tu ne vaux rien. Ta valeur, c'est ta propriété intellectuelle. Donc, ce que tu as créé dans le laboratoire, si c'est bien protégé, c'est ton unique valeur. Mais c'est ça que tu t'en vas voir, les investisseurs, puis tu dis, regardez ce que j'ai. Voici ma technologie, voici la protection que j'ai, voici le marché potentiel. Are you in? Et c'est là que l'investisseur va faire oui, non. Il y en a qui sont plus gamblers que d'autres, puis ils vont investir sur la base d'une technologie qui est prometteuse et qui est bien protégée.
Fait que un des concepts qui est vraiment, je te dirais, mal compris dans le domaine, c'est qu'un brevet, ce n'est pas un sabre pour toi combattre, mais c'est un sabre pour ton acheteur qui, lui, va aller se battre dans le marché. Parce que lui est intéressé à vendre sur le marché. Toi, ce que tu fais, c'est que tu développes une technologie et tu l'amènes jusqu'à un certain point, puis après, tu la vends. OK. Je pense que plusieurs j'avais pensé de ce côté-là. Ouais. Comme que comment c'est comme ça, comme vous avez, comme tu as mentionné. Parler de tout ça, comment ça suit votre perspective d'être très hyperactif. Mais quand on pense à qu'est-ce que ça sert tout ça, qu'est-ce qui passionne à faire tout ça en fait pendant la journée? Mais je te dirais, puis ça c'est important parce que il y a un mec pas que j'ai rencontré, mais que j'ai connu quand j'étais plus jeune à travers des vidéos YouTube, Simon Sinek, puis qui disait, le plus important dans ta carrière, c'est de savoir le pourquoi, the why. Si tu ne sais pas le pourquoi tu fais ta carrière, tu ne vas pas être hyper motivé. À un moment donné, il va arriver un challenge, puis tu vas lâcher, tu vas aller faire d'autres choses. Et c'est la même chose pour une compagnie, c'est la même chose pour n'importe quelle activité que tu fais. Si tu ne connais pas le pourquoi, tu vas lâcher au moindre défi. Okay? Et pour moi, à un moment donné, il a fallu vraiment que je me pose cette question-là. Quand j'écoutais ces affaires, je me disais, mais moi, pourquoi je fais cette carrière-là? Si c'est pour l'argent, à un moment donné, ça va te démotiver, tu vas t'en aller. Ça ne peut pas être pour l'argent. Ni pour le prestige, parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est n'importe quoi. Ça ne peut pas être ça. Tu sais, mon fantasme des bureaux victoriens, tout ça, ça ne peut pas être ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte en voyant, c'est surtout après qu'il y a eu des transactions. Donc, au début, quand tu accompagnes des innovateurs, tu protèges un potentiel. Puis à un moment donné, ils développent, puis à un moment donné, ils vendent. Soit la compagnie, soit la technologie, ou ils commencent à vendre des produits sur le marché. Et là, tu vois comment ça, l'impact que ça a dans la société. Si c'est en biotech pharma, c'est des médicaments qui peuvent aider à combattre des symptômes, combattre des maladies. On n'est pas encore rendu à guérir le cancer, mais on s'en va vers ça. Quand tu vois cet impact-là, puis que toi, tu as joué un rôle là-dedans, là, tu te dis, OK, ça commence à devenir mon pourquoi. Mais il faut que ça aille plus loin que ça. Il faut que ce soit quelque chose qui est quantifiable, qui est concret. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, OK, moi, ce que j'aime vraiment, c'est aider des innovateurs canadiens à défendre leur propriété intellectuelle, donc ce qu'ils ont généré, ce qu'ils ont imaginé, pour éventuellement, puis quand je dis canadien, c'est principalement québécois, mais c'est à défendre leur propriété intellectuelle dans un écosystème qui n'est pas facile, où il y a énormément de pression et de compétition par d'autres groupes dans d'autres pays. Et puis, c'est en montant un plan qui va permettre de mieux se positionner, puis d'aller chercher des investisseurs, puis éventuellement d'avoir des collaborations, puis éventuellement pouvoir vendre ça à un fort prix, puis qu'après de ça, tout cet argent-là revient vers notre écosystème local. C'est de l'argent que moi, j'ai vu certains chercheurs ou certaines personnes d'affaires qui, après avoir vendu leur technologie ou les compagnies, reprenaient cet argent-là et recommençaient d'autres compagnies. Donc, réinvestissaient localement dans d'autres technologies qui sortaient de l'UDM, de l'IRCM, de l'IRIC. Tu sais, puis que ça nous amenait encore une autre possibilité d'avoir un autre médicament qui est développé. Et ça, c'est ce que, quand je me suis rendu compte de ce rôle-là que j'avais, ça m'a vraiment allumé. Parce que je me suis dit, ça, je suis capable de faire ça pour le reste de ma carrière. Fait qu'à partir de là, au moment où je me lève puis que je me dis, bon, aujourd'hui, c'est combien de technologies que je vais sauver en faisant des plans de protection puis des affaires comme ça, c'est ça qui me motive. Puis que ça va au-delà de le prestige ou l'argent ou le titre ou des affaires comme ça. Ça, c'est des trucs qui viennent puis qui passent. Parce qu'une fois que tu l'as, tu dis, ah, so what? Tu sais, as le titre. Bah. Tu sais, c'est comme quand j'ai eu mon doctorat. Bon, il y a des gens qui me disaient docteur. Bah, ça ne change rien. Tu sais. Mais de savoir que tu as un impact dans la vie des gens, que tu as un impact dans la société,
Ça, c'est vraiment valorisant, fait, pour moi. Puis même que là-dessus, à un moment donné, j'étais dans un événement à la Chambre de commerce de Montréal. J'étais assis à ma table. Puis là, je me rends compte que la personne à côté de moi, c'est quelqu'un de haut placé dans un parti politique au Québec. Je suis comme, tu sais, jase. Puis j'y vends ma salade, tu sais, puis je vends mon affaire. Puis à un moment donné, j'apprends une semaine plus tard, un de mes associés vient me voir puis il me dit, « Hey, tu sais, la personne à qui tu parlais, bien, il voudrait avoir ton avis. » Parce qu'il est en train de monter la plateforme du parti politique, puis il serait beaucoup intéressé à discuter avec toi des failles qu'il y a dans le système de valorisation des technologies au Québec. J'ai fait « Oh my God! » Fait que là, ben oui, je suis intéressé. J'ai eu un appel téléphonique avec cette personne-là qui montait la plateforme du parti politique, puis j'y donnais mes idées, puis on échangeait là-dessus, puis là, je me disais, s'il y a un petit peu de ce que je lui dis se retrouve dans la plateforme, écoute, c'est le début. C'est un impact que j'ai dans la société. Et puis c'est génial, tu sais, quand tu te rends compte que il n'y a même pas 20 ans, j'étais avec mon col roulé puis un sarrau dans le labo. Je ne savais pas que j'allais avoir cet impact-là, tu sais. Fait que ça, c'est génial. Puis ça, c'est seulement quand tu vois à reculons, parce qu'un jour, j'ai levé la main et j'ai fait « Ouais, je suis capable de faire d'autres choses que juste la biochimie. » Puis c'est des occasions qui arrivent comme ça quand tu oses sortir de ta zone de confort. Une autre question qui découle de tout ça, c'est que, OK, donc, on était en laboratoire, tu as réalisé que c'était pas pour toi de répéter une même expérience continuellement, donc c'était un non pour toi et tu es allé quelque part d'autre. Et comme dans toutes les carrières, dans tous les domaines, il y a toujours, des fois, il y a des caractéristiques de cet emploi-là qui pourraient être à la fin, qui est le non pour la personne. Est-ce qu'il y a un type de caractéristique, de quelque chose que tu apprécies moins des fois, mais c'est comme à cause de la passion, tu fais à travers, mais tu penses que pour les autres qui considèrent un emploi, une carrière comme la tienne, est-ce qu'il y a de ces affaires-là que tu ferais dire aux autres que si c'est pas pour toi, rentre pas dans ce domaine-là? C'est difficile, je te dirais, parce que j'aime vraiment beaucoup ma carrière. J'aime vraiment ça. L'affaire que je te dirais peut-être que c'est pas pour tout le monde, OK? C'est que dans la carrière que je fais, dans le genre de travail que je fais, comme je disais au début, tu as un spectre, comme dans beaucoup de choses, right? Tu peux soit uniquement protéger des innovations dans ton champ d'expertise ou t'en aller dans quelque chose où tu touches à des transactions, où tu touches à plein d'affaires qui vont à l'extérieur de ton domaine technologique. Tu peux faire ça. Mais c'est de se dire que c'est toi qui as les cartes dans ta main. C'est toi qui décides où dans le spectre tu vas aller. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Ça peut créer de l'anxiété. Parce que tu te dis, si je prends la mauvaise décision, est-ce que ça va affecter tout le reste de ma carrière? Ça, je te dirais que c'est quelque chose qui peut être énervant. Parce que je le vois avec certains jeunes qui rentrent dans le cabinet et qui me disent « Ah, je veux faire comme toi. Je veux aller avec les avocats d'affaires, puis je veux faire des négociations, puis des transactions, puis plein d'affaires comme ça. » Mais que dès que tu les sors de leur zone de confort, l'anxiété les fige. C'est pas pour toi. Donc, il faut que tu te connaisses, il faut que tu saches jusqu'où tu peux aller. Puis là, tu choisisses judicieusement, au travers du spectre, où est-ce que tu pourrais aller. Essaye d'aller un petit peu plus loin que ta zone de confort. Regarde comment tu te débrouilles. Si ça ne marche pas, reviens. Mais essaye. T'sais? Fait que c'est un peu ça que je te dirais qui est peut-être difficile dans ma carrière, c'est de se dire, est-ce que je veux aller plus loin? Parce qu'aller plus loin, ça peut vouloir dire passer beaucoup d'heures au bureau ou bien voyager beaucoup. C'est pas toujours amusant voyager, tu sais, tout le temps manger dans des restaurants, puis en avion, c'est pas toujours drôle, tu sais. Mais c'est quelque chose que, à un moment donné, si tu le choisis, il faut y aller à 150 %. OK. Ouais. Donc, c'est quand même être très flexible à la fin. Être flexible, être confortable, être dans l'inconfort. Exactement. Confortable dans l'inconfort, tu l'as bien dit. Merci. Enfin, je pense qu'on a passé beaucoup de temps sur la carrière, mais on peut parler aussi, genre, au niveau commercial, projet innovant. Ben moi, j'avais une question par rapport à ce qu'on disait au tout début. C'est un peu une question plus axée éthique, mais peut-être que je me trompe. Mais au début, vous disiez genre, ceux qui sortent de la recherche après leur doctorat, c'est comme s'ils vendaient leur âme au diable ou quoi. Enfin, c'est pas le cas, mais...
C'est ce Oui, qui oui. est dit, genre, Par certaines personnes. par certaines personnes. Mais du coup, ma question, c'était comment, dans les projets que vous avez ou dans les compagnies que vous rencontrez, comment vous tracez la ligne en tout ce qui est protéger une invention et genre limiter le savoir à peu près ou limiter l'accès à ces technologies au grand public? Mais en fait, c'est que quand que je rencontre une compagnie, puis qu'on monte un plan de protection, j'empêche pas l'accès. Puis je m'explique. C'est qu'un brevet, c'est publié. Donc, à un moment donné, c'est comme un article scientifique, tu le sais que c'est là. Tu peux décider de prendre, comme avec un article scientifique, de prendre ce qui a été fait et d'aller un peu plus loin. Tu peux, parce que le brevet a une certaine limite de protection. Ça protège un certain secteur. Et quand je dis que ça protège, c'est que ça empêche quelqu'un de commercialiser. Ça, c'est très important. Parce que si tu es dans une université et tu te dis, bien, moi, je vais continuer à développer ce qu'eux, ils ont fait juste parce que c'est important de savoir, puis je veux développer cette affaire-là, la compagnie ne va pas venir te poursuivre. Tu n'es pas en train de commercialiser. Pourquoi qu'elle ferait ça? C'est pas dans son intérêt. En plus, c'est la mauvaise presse. Fait que ça, c'est important de comprendre cette différence-là. C'est que c'est un outil pour empêcher qu'une autre compagnie te vole ton idée et commercialise à ta place. C'est ça la distinction qu'il faut mettre. Fait que je me souviens que quand je suis sorti de l'université puis que je sortais avec l'idée que le savoir, il faut le partager avec tout le monde pour le bien de l'humanité et tout ça, oui, mais il n'y a personne qui va être intéressé à mettre de l'argent et ça prend de l'argent pour développer. Fait qu'on le sait très bien, dans les universités, si on est chercheur, il faut qu'on se batte pour avoir des bourses tous les ans. Et c'est constamment, on écrit des bourses, des demandes de bourses à chaque année. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On en a besoin pour développer. Bien, si on veut développer un médicament, il y avait des statistiques qui étaient sorties, ça pouvait monter jusqu'à 1 milliard. 1 milliard! Il n'y a personne qui a ça dans son compte de banque, right? Fait qu'il faut que tu ailles voir plusieurs investisseurs pour essayer de les intéresser, qui voient le risque, mais qui se disent « Ah, j'y crois à ton histoire, je pense que tu vas réussir, puis je vais mettre de l'argent. » Parce qu'eux, ils espèrent que tu vas réussir s'ils mettent de l'argent pour éventuellement avoir un retour sur l'investissement. Fait que c'est pas une question que tu empêches les gens d'innover, c'est que tu empêches les gens de profiter de ce que tu as fait et commercialiser à ta place. Moi, je pense que ça clarifie une mauvaise image qu'on avait des brevets, enfin que moi j'en avais de base. Je t'ai convaincu. Oui, totalement. En 30 secondes, parfait. Mais du coup, ma dernière question pour vous, ce serait si vous pouviez changer une chose dans la façon dont la science et le droit interagissent, ce serait quoi? Si je pouvais changer une chose, ça serait de faire plus de trucs comme ça. Parce que si les gens en science sont sensibilisés à ce qu'on peut faire du côté juridique avec la science, il y aurait moins d'appréhension, il y aurait moins de blocage, puis il y aurait plus de collaboration. Et c'est avec la collaboration entre le juridique et la scientifique qu'on va monter un écosystème qui va être beaucoup plus supportant des innovations, puis qui va permettre d'emmener beaucoup plus de commercialisation, donc éventuellement de produits sur le marché qui vont nous profiter en tant que société. Puis c'est ça qui est important, parce que quand on pense macro, on se dit, avec nos impôts, il y a énormément d'argent qui s'en va en budget pour les universités. Donc, dans les universités, on travaille avec énormément d'argent qui vient des gouvernements, mais ça vient des impôts. Donc, c'est le public, c'est la population qui paye pour que les universités puissent faire la recherche. Mais si la recherche qui est faite dans l'université ne revient pas vers la société en tant que produit et service, c'est une perte. Ça ne fonctionne pas. Ça, il y a des pays qui l'ont très bien compris, puis qu'ils ont un écosystème qui fonctionne très bien à ce niveau-là, pour que l'argent, les deniers publics qui viennent de nos impôts, reviennent vers la population en tant que produits et services. Mais c'est ça, je te dirais, le maillon faible au Québec et au Canada dans le transfert technologique à l'extérieur des murs de l'université vers des produits et services qui profitent à la société. OK. Très bien dit. Merci. Donc, on a donné beaucoup de questions. Maintenant, on va donner des questions au public. Donc, on va maintenant passer aux discussions dans le public. Si vous avez des questions, vous pouvez venir au micro pour demander les vôtres. Et ouais, ça.
Il a l'air prêt, là. Il y a Rouleau qui sort. Oui, il a sorti son sabre. Merci, Georges, pour cette très belle partage de ton savoir et de ton expertise. Je voudrais te demander si tu as à partager avec nous une journée typique ou une semaine typique dans ton travail. Comment ça serait? Comment tu pourrais le décrire? Bonne question. Très difficile à répondre. Je n'ai pas de journée typique ou de semaine typique. Ça varie à tous les jours. Et c'est ça, moi, qui me motive et que j'aime beaucoup. Je te dirais que ça peut être, par exemple, si je t'explique ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai aidé un client un de ses anciens employés est devenu consultant pour l'entreprise. Alors maintenant, il fallait que je l'aide à rédiger un contrat où on faisait en sorte qu'il y avait la confidentialité et la propriété intellectuelle qui allait être générée par le consultant. Il fallait que ça revenait vers l'entreprise. Fait que je l'ai aidé à rédiger ça. Fait que ça, c'est un des mandats que j'ai eu. L'autre mandat que j'ai eu, c'est que j'ai discuté avec une autre compagnie qui est et ça, c'était en sciences de la vie. Après ça, une autre compagnie qui est en automatisation et qui avait des questions sur la cybersécurité, sur la propriété intellectuelle, sur la confidentialité et le data. Donc, des trucs hyper importants, tu sais, le data personnel. Et ça, j'ai été sur un appel avec cette compagnie-là, puis un de mes associés qui s'occupe de cybersécurité, puis j'ai appris de ce que disait mon associé, mais en même temps, je disais des choses aussi sur la propriété intellectuelle et comment les deux se mettaient ensemble. Fait que ça, c'était super intéressant. Puis avant ça, j'avais fait un dossier où c'était représenter une compagnie française auprès du Bureau des brevets canadiens où ils avaient déposé une demande de brevet et le Bureau des Canadiens disait « Ah, je ne suis pas d'accord pour telle raison, telle raison. » Puis là, c'était d'argumenter. Fait que c'était de trouver des arguments légaux pour convaincre le Bureau des brevets que « Ouais, donne-lui son brevet comme il l'a demandé. » Fait que, tu sais, c'était... J'ai touché à plein d'aspects différents dans ma journée où je n'étais pas nécessairement en train d'utiliser mes savoirs de biochimie. En fait, je ne les ai pas utilisés du tout. Du tout, du tout. Ce que j'ai utilisé, par contre, que j'ai appris en biochimie, c'est la capacité de comprendre des trucs complexes rapidement. Ça, je l'ai mis à l'œuvre. Comme par exemple, quand on parlait de cybersécurité, il fallait que, on the fly, que j'apprenne les concepts, puis que je les comprenne, puis que je vois comment ça joue avec la propriété intellectuelle et qu'eux, ce qu'ils développent, c'est des softwares, puis de l'automatisation, puis il fallait que je comprenne ça rapidement. Bien, il a fallu que je le fasse. Fait que ça, c'était hyper stimulant. Bien, ça, c'était ma journée aujourd'hui. Demain, ça va être différent. Parfait. Puis, une deuxième question, si tu aurais un conseil à donner à nos jeunes bacheliers, maîtrisards, doctorants, ça serait lequel? Pose-toi la question rapidement, qu'est-ce que tu veux faire? Qui es-tu et pourquoi veux-tu le faire? Si tu ne te poses pas la question, tu vas te retrouver un jour à 6 mois de la fin de ta thèse et ton directeur te dit « Écris ta thèse ». Puis tu fais comme « What? Je fais quoi après? » Tu es out. Fait que là, il faut que tu trouves un emploi, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu veux faire, rentre pas là-dedans. Fait que très, très, très tôt, pose-toi la question « Qu'est-ce que tu veux faire? » Et il faut que ce soit réaliste. T'sais, moi, quand j'ai commencé mon bac, c'était « Ah, je vais faire mon bac en biochimie, après un bac en philosophie, puis après ça, je vais aller faire médecine. » Non, c'est pas ça. T'sais, il faut vraiment être beaucoup plus réaliste puis savoir qu'à un moment donné, bien, tu vas peut-être vouloir avoir une famille, tu vas vouloir fonder une famille, avoir une maison, voyager, bien, ça prend de l'argent, fait que ça prend une carrière. T'sais, fait qu'il faut vraiment se poser ces questions-là, il faut être réaliste et concret. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Georges. Ça fait plaisir. Pour partager tes connaissances avec nous. Je voudrais savoir quelle est ton opinion sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la science et l'entrepreneuriat. Merci pour la question. L'intelligence artificielle, c'est une opportunité et un danger. Il y a une opportunité parce que ça nous permet d'accélérer, bien évidemment, beaucoup de trucs qu'on serait incapable de faire nous-mêmes dans un temps record. De voir des trends dans du data qu'on ne verrait pas autrement parce qu'il y en a beaucoup trop de variabilité. Puis là, je parle des ML, parce que dans l'intelligence artificielle, tu as plusieurs choses qui peuvent être faites, mais il y a certains outils qui sont très utiles puis qu'on utilise également en droit pour justement se dire, bien là, j'ai 200 dossiers dans une transaction, j'ai besoin d'avoir un résumé, puis je ne peux pas tout lire les 200 dossiers, comment je fais? Fait que, évidemment, c'est un outil qui
nous permet d'accélérer cette synthèse de data, puis de nous donner un résumé ou peut-être une suggestion. Mais le danger, il est là également. C'est que pour l'instant, il y a beaucoup d'hallucinations. Ça, évidemment, tout le monde en parle. Mais un autre des dangers, puis ça vient plus de la propriété intellectuelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ce qu'ils mettent dans leur engin, ça reste privé. Et ça ne reste pas privé. Peu importe ce qu'ils vont te dire, ils vont utiliser ton data pour entraîner leur modèle. Et ça, c'est extrêmement dangereux. J'ai un client qui s'est fait avoir, qui utilisait ChatGPT, pour ne pas le nommer, qui utilisait donc un engin d'intelligence artificielle pour créer ses tableaux financiers à la fin du mois. Puis il mettait toutes ces données, puis il disait donne-moi quelque chose qui est plus digestible pour mon CEO, pour mes investisseurs, et ainsi de suite. Fait que là, il y avait des beaux tableaux qui sortaient, puis c'était génial. Puis il pensait que ça restait à l'intérieur de son chat. Mais toute cette information-là, elle est utilisée pour entraîner le modèle. Il y a une certaine anonymisation qui se passe. Par contre, quelqu'un d'assez futé qui sait comment poser des questions peut aller chercher cette information-là. Et peut poser, par exemple, une question, est-ce qu'une compagnie qui fait ce genre d'activité-là, située au Québec, pourrait avoir un truc financier qui donnerait tel truc? Et l'engin, de manière très innocente, a partagé cette information-là. On s'en est rendu compte une fois que le dommage avait été fait. Donc, au côté de la vie privée, c'est un très grand danger. Un autre danger que je vois, c'est que ça rend les gens paresseux intellectuellement. Ça, je le vois beaucoup dans mon travail. Certains clients arrivent avec un dossier puis qui me disent « Dépose ce brevet-là, je l'ai écrit avec intelligence artificielle. » Puis là, je le regarde puis je me dis « Oh my God! » Il y a des affaires qui sont bien écrites, mais il y a d'autres trucs que c'est n'importe quoi. Parce que l'engin, en fait, il a été entraîné pour prendre du data à créer ce qui a une plus grande probabilité que c'est logique que ça apparaisse un mot après l'autre. Okay? C'est une question de probabilité. C'est un modèle probabilistique. Et ça fait en sorte que si ta prémisse, elle est fausse, ça va être une super belle logique, mais ça va être faux à la fin. Et malheureusement, ces engins-là nous présentent les résultats avec 150 % de confiance. Fait que quand tu ne connais pas beaucoup comment ça fonctionne, tu regardes ça et tu te dis, ChatGPT me dit que si je prends un remède pour le cheval, ça va m'enlever la COVID. Je vais le faire parce qu'il me l'a dit. Fait que ça peut être dangereux dans ce sens-là. Fait que moi, je vois beaucoup d'opportunités pour bien améliorer, mais il faut faire attention, il faut que ce soit éthique, il faut que ce soit contrôlé. Puis je sais qu'il y a des écoles de pensée, même ici à Montréal ou Mila, où il y a des gens qui disent laissons le marché contrôler l'intelligence artificielle, puis d'autres qui disent non, il faut mettre des barèmes, il faut mettre des trucs de sécurité, autrement on va déraper. Puis même auprès de nos experts, on ne s'entend pas. Fait que moi, je vous dis, il faut faire attention à ça. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Georges, pour la présentation et les explications. Moi, j'ai quelques deux petites questions pour vous. Premièrement, pour votre travail, est-ce que votre poste porte toujours le nom de conseiller en propriété intellectuelle dès l'entrée? Qu'est-ce que votre PhD a apporté de différent dans votre entreprise? OK, bonne question. En fait, ce qui est écrit là, conseiller en propriété intellectuelle, ce n'est pas mon poste. Quand j'ai commencé, le fait que j'avais un PhD, ça m'a donné le titre de conseiller technique. OK? Il y a un examen professionnel à passer qui est un examen où on évalue ta capacité à comprendre des concepts légaux, à comprendre comment une innovation mécanique peut être protégée. Il faut que tu lises énormément de jurisprudence. On te présente des faits, puis on te dit est-ce qu'ici, il y aurait contrefaçon d'un brevet? Est-ce qu'ici, il y aurait un risque de validité? Il y a un module où il faut que tu écrives une demande de brevet. Si tu le passes, l'examen, maintenant, tu reçois le titre au Canada d'agent de brevet. Okay? Et c'est un examen qui est hyper difficile à passer. Hyper difficile.
Beaucoup de gens peuvent passer jusqu'à 10 ans avant de le passer l'examen. D'autres, c'est moins long. C'est pas très sexy comme titre, agent de brevet. Je me souviens que moi, quand je l'ai eu, je me suis dit, man, quand je dis ce titre-là, les gens ils pensent que j'ai un tampon puis je tamponne des brevets. Tu sais, c'est agent de brevet. Même quand j'arrivais aux douanes aux États-Unis, ils me disaient What do you do, sir? Patent agent. Ah, you're an agent. OK. Il y avait cette connotation-là. Alors que si tu vas en Europe, c'est patent attorney. Ah, déjà là, même si tu as un PhD, you're a patent attorney. C'est cool, tu sais. Mais le fait d'avoir le PhD, ce que ça a amené, c'est juste ça a ouvert la porte à aller faire cette carrière-là. C'est tout. Tu arrives là, puis en fin de compte, tes patrons, quand tu commences, tes patrons, bien souvent, ce sont des avocats. Donc, toi, tu as passé au moins 10 ans pour avoir ton doctorat, et on a passé 4 ans à l'université, c'est tes patrons, puis ils disent quoi faire. C'est là, quand je disais tantôt, l'humilité, là, il faut que tu dises, OK, je suis passé d'expert dans le laboratoire, puis que la sommité dans ce domaine-là à je ne sais rien, puis c'est quelqu'un qui a passé moins d'années que moi à l'université qui me dit quoi faire, puis qui me dit you're wrong, puis il faut que tu fasses ça, puis ça. Fait que, tu sais, ça prend l'humilité et tout ça. Mais par après, ce que ça donne, c'est vraiment l'entraînement scientifique qui t'a permis d'arriver au PhD. C'est cet entraînement-là, la rigueur dans ce que tu écris, la rigueur dans ta manière d'analyser, ta rapidité à comprendre des trucs complexes, c'est ça que ça m'a apporté, mon PhD. Mais à part ça, le titre, on s'en fout un peu, là, d'avoir le titre d'agent de brevet. Ce qui a été important pour moi dans ma carrière, c'est d'arriver au titre associé. Parce que quand tu commences dans un cabinet d'avocats, tu commences, donc dans notre cas, conseiller technique. Après ça, tu deviens donc agent de brevet. Puis après ça, si tu as du succès dans ta carrière, tu as des clients, tu as ce qu'on appelle un book of business, tu peux arriver à associé. Puis dans associé, tu as différentes étapes. Et à un moment donné, tu arrives à une certaine étape au niveau d'associé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu deviens propriétaire en partie du cabinet. Ça, c'est cool. Parce que là, tu deviens propriétaire. Ce qui veut dire que côté stabilité, sécurité au travail, il n'y a plus personne qui peut te mettre à la porte. Tu n'es pas un employé, tu es le propriétaire. Fait que déjà là, ça, c'est cool. Quand j'ai expliqué ça à ma mère, je disais « Hey, je suis rendu associé. » Elle m'a dit « Ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas me mettre à la porte. » Ah, là, elle était contente. Ça, elle comprenait. Là. Fait que ça, c'est cool. Mais d'un autre côté, c'est que quand tu deviens associé, ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, on te permet de t'asseoir à la table où là, on va discuter « Bon, c'est quoi nos plans cette année? » Où est-ce qu'on va concentrer nos efforts? Est-ce qu'on va plus se concentrer, par exemple, dans les instituts de recherche au Québec ou est-ce qu'on va laisser tomber pour on s'en va avec des grosses pharma? Tu sais, tu participes à ce genre de discussion-là où s'en va le cabinet. Fait que ça, c'est vraiment intéressant quand tu deviens associé parce que tu as accès à ça. Fait que je te dirais que ça a pris, pour moi, il y a du monde qui arrive plus rapidement, mais pour arriver au niveau où je me suis rendu, ça m'a pris 20 ans. Pour arriver là. Fait que c'est un long chemin. Il y a certains cabinets où ça se passe beaucoup plus rapidement, mais l'envergure de la plateforme, par exemple, dans celle où moi je suis maintenant, chez Gowling, WLG, écoute, c'est une plateforme internationale. Fait qu'on a des bureaux partout au Canada, des bureaux au UK, en France, en Allemagne, à Dubaï, à Singapour. Fait que, tu sais, il y en a en Chine. Fait que moi, si j'ai un projet, je peux m'en aller à Dubaï, aller faire un projet là-bas. C'est super cool. Puis vu que je suis associé, bien, j'ai plus de liberté d'y aller. Tu sais, je me fais un business case, je le présente à mes autres associés, puis je dis, bien, fund my trip. Fait que là, tu sais, ils trouvent le moyen, puis ils payent pour mon voyage, puis je m'en vais là-bas, puis je fais mon projet, tu sais. Fait que je te dirais, c'est ça qui est cool de se dire, je veux monter dans la hiérarchie du cabinet. Si t'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'arriver jusqu'à associé. Mais pour moi, c'était évident que c'était là que je voulais m'en aller. Merci. Si vous permettez. Ben oui. Ben, en parlant, j'ai vu que vous pouvez porter beaucoup de chapeaux, vous parlez d'investissement, de finances, de management et tout. Tout cela, est-ce que c'est les expériences ou bien vous avez suivi des formations spécifiques en management, quelque chose en plus? Et s'il y aura un livre que vous pourrez conseiller peut-être à un jeune pour débuter, quel est votre meilleur? Je te dirais 0 formation. J'ai tout appris sur le tas, comme on dit, au travail. Des livres, non. Il n'y a aucun livre qui va te donner la richesse de le vivre.
Parce que quand tu le vis, c'est le moment présent, c'est réel, puis tu comprends vraiment comment les relations humaines, comment ça fait en sorte qu'une opportunité peut arriver. Puis tu apprends à naviguer. Quand tu es dans un livre, tu es en train de te parler à toi-même. Parce que tu lis, puis c'est ta voix que tu entends, puis c'est tes émotions que tu mets dedans, puis tu comprends ce que tu veux bien comprendre, parce que c'est toi qui es en train de le lire. Quand tu parles avec quelqu'un d'autre, puis que l'autre personne t'explique ses affaires, c'est différent. Oui, il y a toute ta grille à toi parce que c'est ton expérience, puis tu le comprends de la manière que toi, tu peux le comprendre, mais en même temps, l'autre personne, quand elle voit que tu ne comprends pas ce qu'elle est en train de te dire, elle va essayer d'une autre façon. Elle va essayer d'une autre façon. Puis c'est comme ça que tu apprends. Et quand moi, j'ai commencé dans mon cabinet, j'ai eu un mentor qui a été hyper généreux de son temps. Écoute, des fois, il rentrait dans mon bureau 1h30 de temps, puis il me parlait. Puis dans mon domaine, nous, on charge à l'heure. En fait, on charge aux 6 minutes. Chaque 6 minutes, c'est un point que tu mets sur ta facture. On a des cibles. À la fin de l'année, il faut que tu aies fait tant d'heures. Fait que s'il y a quelqu'un qui vient dans ton bureau à chaque jour te parler pendant 1h30, écoute, c'est 1h30 de plus qu'il faut que je travaille. Parce que moi, il faut que j'y arrive à ma cible, right? Puis la même chose pour la personne qui vient me parler. Si elle me parle pendant 1h30 de temps, elle, après ça, il faut qu'elle aille travailler 1h30 de temps de plus. Fait que mon mentor a été hyper généreux pour ça. Puis pour ça, je vais lui être reconnaissant à vitam aeternam. Il a vraiment façonné ma carrière. Si je suis rendu là, c'est grâce à lui. Et il m'expliquait tous les deals dans lesquels il avait été au UK, il avait fait tel deal, il avait été en Inde, il avait fait telle affaire. Ça, c'était arrivé, on m'avait dit ça. C'est comme ça que j'ai réussi à convaincre l'autre partie qu'il ne fallait pas qu'il s'en fasse avec tel aspect de la propriété intellectuelle. C'était plus ça. Puis là, il m'expliquait toutes ces histoires-là et tout ça. Puis pour moi, c'est ça qui m'a permis d'apprendre. Plus que des livres. J'en ai lu des livres. J'en ai regardé des vidéos, des TED Talks, puis des affaires de même. Puis vraiment, là où j'ai appris, c'est avec lui qui me parlait. Fait que ça, c'est une des affaires que je déplore de nos jours avec le télétravail, c'est qu'il te manque cet aspect-là. Oui, il faut avoir de la flexibilité, mais en tant que jeune, tu n'apprendras jamais autant que si tu es avec quelqu'un dans une salle puis que tu y parles. Quand il faut que tu fasses un Teams, il faut que tu t'arranges. OK, on va être là de telle heure à telle heure, puis ça se passe juste là, puis tu n'as pas le langage non-verbal, tu n'as pas l'énergie de la personne, tu ne le sens pas. L'autre personne, elle ne le sent pas si tu ne comprends pas. Tout ce qu'elle voit, c'est ton visage sur un écran. Puis elle ne comprend pas si tu ne comprends pas. Alors que si, par exemple, je vois que tu commences à dandiner d'un pied à l'autre, je me dis, oh, il est impatient. Qu'est-ce qui se passe? Il n'aime pas ce que je suis en train de dire. Ou bien il se referme. Je me dis, oh, OK, il n'aime pas ce que je suis en train de dire. OK, comment est-ce que je peux le convaincre? Comment est-ce que je peux l'emmener vers moi? Tu sais? Ça, on le voit dans le non-verbal en personne. Quand c'est à l'écran, tu vois juste ça, tu ne le vois pas. Tu sais, fait que ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes jeunes au cabinet, c'est venez plus souvent. Moi, je suis là 4 jours semaine. Un vendredi, je ne suis pas là, je suis au chalet. Mais les autres jours, je suis là. Venez, il faut qu'on se parle. Puis on va aller luncher ensemble, puis je vais vous raconter mes histoires de quand j'ai commencé, quand j'étais plus jeune, puis qu'est-ce qui m'a permis de progresser. Puis encore aujourd'hui, il y en a qui me disent « Ah non, je ne suis pas obligé, je vais rester à la maison. » Too bad for you, man. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Cool, merci, Georges. C'est bon? Merci pour les explications, les détails. C'est très apprécié. Moi, je vais embarquer un petit peu sur le sujet. Je pense qu'on a brushé dessus pour l'instant, mais je veux juste avoir que ce soit clair dans ma tête. Le côté rythme de vie. Parce que je sais que c'est important d'essayer d'équilibrer ça. Tu en as parlé aussi, beaucoup d'heures. Tu as aussi mentionné que il fallait mettre tout ce qu'il fallait, puis si tu donnais 1h30, il fallait essayer de le rattraper quelque part. À quel point... Tu as aussi mentionné, attends, je vais rajouter là-dessus, tu as quand même mentionné que tes vendredis sont relax en ce moment. J'imagine qu'en début de carrière, c'était pas le cas. Fait que là, à quel point... souvent, les gens au doctorat, les étudiants, passent beaucoup d'heures dans les laboratoires. Fait que, mettons, en comparaison avec ton doctorat, ton début de carrière, à quoi ça ressemblait? Beaucoup moins d'heures. Oh, c'est relax. Le doctorat, c'était tough. Écoute, je pensais des nuits blanches des fois parce que mes cellules, c'était des neurones en culture. Il fallait qu'à chaque 4 heures, je change le milieu puis que je fasse des affaires. Et ça, c'était compliqué. Puis j'en ai passé des nuits blanches au PhD et c'était beaucoup, beaucoup d'heures de travail très frustrantes parce que souvent, ça ne fonctionnait pas. Alors que maintenant, ici, je travaille avec des trucs qui ont déjà fonctionné. C'est ça qui est le fun.
Quand ils viennent me voir, c'est parce que l'innovation marche, la technologie fonctionne. Donc, il faut la protéger. Donc, je vois des trucs qui fonctionnent. Ça, c'est super agréable. Mais d'un autre côté, c'est que quand je dis beaucoup d'heures, c'est que pour m'améliorer, moi, je voulais apprendre plus. Fait que je lisais plein de trucs. Lire la jurisprudence, ça peut être très plate. Puis j'en ai lu beaucoup. Puis j'ai appris à aimer ça. Puis j'aimais la logique, puis j'essayais de suivre la logique, j'essayais de comprendre comment. Écoute, c'est des juges, bien souvent, comme à la Cour suprême, c'est des juges qui ont entre 65 et 75 ans, qui ne comprennent rien à la technologie, mais qui rendent une décision hyper importante sur l'AZT, la trithérapie pour le sida. Puis ils ont rendu une décision, puis ils comprenaient la technologie de la manière qu'ils l'ont écrite. Fait que je me dis, OK, wow, si eux se sont donné la peine, moi aussi, je vais me la donner. Fait que je passais beaucoup d'heures à lire, pas nécessairement à travailler, à lire. Fait que je passais mes soirées à lire, puis c'est comme au PhD. Tu es dans le métro, tu lis tes articles. C'est la même chose. Je lisais la jurisprudence, j'étais dans le métro, je lisais la jurisprudence. Puis après de ça, au côté travail, c'est que si, par exemple, quand je faisais mon dossier sur les réacteurs nucléaires, bien, il a fallu que je lise pour apprendre comment ça fonctionne. Et puis, quand j'écrivais mon rapport, à l'époque, ChatGPT n'existait pas. Fait que c'était moi qui l'écrivais. Fait que c'était beaucoup d'écriture, puis de se relire, puis de l'améliorer, puis tout ça, puis de le rendre encore plus convaincant. Fait que c'était beaucoup d'heures à faire ça. Est-ce que j'aimais ça? Oui, j'aimais ça. Est-ce que j'aurais aimé passer plus de temps avec mes enfants? Probablement. Fait que, disons que maintenant, je comprends, puis surtout que maintenant, de nos jours, c'est très important, où en fait, les gens sont plus sensibilisés à l'équilibre famille, travail. Fait que c'est plus facile. Je me souviens quand moi, j'ai commencé ma carrière, puis qu'il fallait que je quitte à 4 heures pour aller chercher mon garçon à la garderie, je me le faisais dire. Mon patron n'aimait pas ça. Et puis, à un moment donné, il a fallu que je demande à mon père de voyager pendant 1 heure de temps pour aller chercher mon garçon parce que moi, je ne pouvais pas parce que mon patron, il me demandait de rester. Tu sais. Fait qu'il y a des affaires, il y a des sacrifices que j'ai faits à l'époque que je sais qu'aujourd'hui, si je demande ça à mes jeunes, ils ne vont pas le prendre. Si ça n'arrivera pas. Puis je ne peux pas le demander, en fait. Et HR, ils me l'ont déjà dit, tu ne demandes pas ça. Nous, chez Garling, passer 5 heures, tu n'écris pas aux jeunes, puis la fin de semaine, tu ne leur écris pas. Quand j'ai commencé, on m'appelait à 9 h le matin le dimanche. Il fallait que je réponde. Tu sais? Fait que les temps ont changé. Fait que quand moi, j'ai commencé ma carrière, c'était encore la culture de il faut que tu sois toujours au bureau, puis tu es le dernier à quitter le bureau. Ton patron, il quitte avant toi. C'était ça, la culture. Puis je me suis adapté. J'ai aimé ça. Et puis un jour, je me suis retrouvé le chef de l'équipe. Puis là, maintenant, avec toute la sensibilisation à l'équilibre dans la vie, comme quoi que c'est important, que tu ne dois pas te définir uniquement par ton travail, que tu as d'autres sphères dans ta vie, c'est très important pour l'équilibre mental et tout ça. Bien, j'ai appris à composer avec ça. Puis maintenant, les jeunes, oui, ils travaillent fort, mais rendu une certaine heure, ils décrochent. Puis c'est fini. OK, puis dans ce cas-là, j'embarque. Est-ce que, côté compétitivité, est-ce que tu as l'impression que ça a affecté un peu, ou est-ce que, comme tout le monde est rendu sur le même beat, ça n'a pas trop affecté, ou il y a d'autres pays probablement où c'est pas pareil? Mais je pense qu'il y a encore le mélange, c'est encore hybride, hein, parce qu'il y a encore les gens de ma génération qui sont là. Fait que nous, on est prêts à travailler très, 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 très fort tout le temps. Puis, fait qu'il y a encore cet équilibre-là. Mais je te dirais que je pense que c'est pas mal across the board, là. Tout le monde est rendu la même chose. Il y a beaucoup de télétravail, il y a beaucoup de 6 semaines de vacances, puis pendant que tu es en vacances, tu es vraiment en vacances. Alors que moi, quand j'ai commencé, tu étais en vacances, mais tu n'es pas vraiment en vacances. J'étais en camping, puis je m'en allais au chalet central pour écrire mes emails puis mes affaires comme ça. Tu sais, fait que je n'étais pas vraiment en vacances. Fait que c'est ça. Alors que maintenant, oui, tu l'es. Tu es complètement déconnecté, puis il ne va pas gosser parce que HR va être après ton dos, là, tu sais. OK, cool. Merci. J'ai apprécié la vision. Je pense que les étudiants aussi vont être bien contents. Justement, en fait, c'est une façon d'être honnête pour toi, là. Tu as mentionné tantôt l'histoire d'authenticité. Là, je veux juste remettre les mots sur la différence entre convaincre quelqu'un, être honnête. Parfois, la ligne entre convaincre et dépasser un peu, puis convaincre, vouloir trop convaincre, parfois, ça fait dire des niaiseries. Je pense qu'on le voit dans les médias à peu près tous les jours en ce moment. Toi, tu as réussi à trouver cette balance-là, surtout, j'imagine, côté juridique, là, mais est-ce que tu as comme des exemples peut-être où, Écoute, c'est une bonne question. Puis en fait, je te dirais que il ne peut pas avoir de zone grise à ce niveau-là. Parce que dans mon travail, quand il y a une transaction, c'est que tu veux que en fait, c'est que
il faut que ce soit un win-win situation. OK? Le vendeur et l'acheteur, c'est pas que tu coupes les liens complètement après. Bien souvent, ce qui se passe dans le milieu, c'est que tu vends la technologie, puis les employés continuent avec l'acheteur. Ils continuent à développer la technologie. C'est pas que tu refiles la technologie, puis là, c'est une nouvelle équipe qui connaît absolument rien qui va leur prendre. Non, non, non. C'est que c'est la même équipe qui va suivre. Fait que ceux qui veulent absolument avoir leur retour sur l'investissement, c'est les investisseurs. Mais eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est se faire poursuivre par l'acheteur après. Comme quand tu achètes une maison, tu as ton inspecteur en bâtiment, si tu as un vice caché, tu as des recours judiciaires. C'est la même chose dans mon milieu. Tu fais ce qu'on appelle des reps and warranties. Okay? Tu fais des représentations. La technologie fait X, Y ne fait pas Z. Si tu as menti, parce que tu as voulu convaincre et amener le deal, l'autre partie va se retourner et va venir te poursuivre. Et là, ta réputation dans le milieu, elle est finie. Fait qu'il n'y a personne qui veut faire ça. Les avocats ne veulent pas perdre leur licence, se faire taper sur les doigts par le barreau puis perdre la capacité de pratiquer. Les gens d'affaires ne veulent pas se faire brûler parce qu'une fois que tu as fait ton exit, que tu as vendu ton truc, tu veux continuer. Mais si tu as été brûlé dans le milieu, tu ne peux plus. Il n'y a plus personne qui va te faire confiance. L'équipe d'R&D, si elle a menti sur le data, on va s'en rendre compte plus tard. Mais ces chercheurs-là sont finis. Leur carrière est terminée. Fait qu'à un moment donné, quand tu comprends ça, tu te rends compte que tu ne peux pas exagérer. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas maquiller la vérité de telle façon pour être plus convaincant. Non, ce que tu vas convaincre, c'est basé sur vraiment ce qu'on croit. Notre data dit X, ne dit pas Y. Je vais te convaincre que ça dit ça, alors que l'autre, il y a des doutes. Non, 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 je vais te convaincre que tes doutes sont mal fondés. C'est là-dessus que je te disais que, tantôt quand je parlais, que je disais, il faut essayer de l'emmener vers notre camp, c'est que l'autre personne, elle arrive, puis comme quand tu veux acheter une maison, tu ne la connais pas l'historique de la maison. As-tu déjà eu des inondations? On te dit non, mais je ne sais pas. C'est la même chose. Est-ce que ça fonctionne toujours quand tu la mets chez la souris? Oui, mais je ne sais pas. Fait qu'il faut la convaincre. Il faut l'emmener vers où est-ce qu'on veut l'emmener. Mais en fait, là-dessus, je vais embarquer. Je vais continuer, en fait, parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas vérifier toi-même. Mais dans ce cas-là, c'est là où j'imagine que tu dois faire appel à des gens qui ont les connaissances. Je pense que ça met l'importance sur le côté réseau. Exactement. À quel point, toi, aujourd'hui, tu fais encore appel à ton ancien réseau de graduation et à quel point, surtout, aujourd'hui, tu développes encore le tien. Quel pas pourcentage de ton travail, mais à quelle fréquence tu vas voir et maintenir ces relations-là? Là? Écoute, développer son réseau, je me fais au moins une activité par semaine où je m'en vais à un congrès, à un événement, à un panel, où j'invite quelqu'un à luncher, un de mes anciennes connaissances ou bien quelqu'un que je viens juste de rencontrer dans une affaire. Puis c'est comme ça que je continue à développer. Ça, c'est presque mon objectif une fois par semaine. Puis des fois, c'est plus. Et pour savoir à combien de fois est-ce que je fais appel à mon réseau pour quand j'ai besoin d'expertise, en fait, on a souvent besoin d'expertise, c'est quand on s'en va en litige, quand il y a un litige. On veut poursuivre une autre compagnie parce qu'elle est en train de violer, on pense, le brevet de notre client, ou vice-versa, notre client se fait accuser de violer un brevet, mais c'est là où on va faire appel à l'expertise externe. Fait que là, il faut connaître du réseau. Il faut connaître des gens où on se fait recommander quelqu'un, puis là, on l'amène, puis on lui dit, toi, expert dans le domaine, comment tu vois ça? Comment tu interprètes les résultats? Qu'est-ce que tu penses que sont les failles? Fait que c'est un peu, il y a des checks and balances qui se font comme ça. Et fait on fait beaucoup appel à des experts quand il y a des transactions, quand il y a des litiges. Quand il y a des transactions, c'est beaucoup au niveau de les entreprises qui sont dans la négociation, qui font ce que je disais tantôt, les représentations. C'est eux qui mettent leur neck on the line. Fait que si eux ont menti, c'est eux qui vont se faire poursuivre. Ils ne veulent pas ça. Parce que là, on parle de millions de dollars. Tu ne veux pas être à l'autre bout du bâton s'il y a quelque chose comme ça qui se passe. OK. Cool. Et je vais en profiter pour une dernière, justement, sur l'aspect compagnie. Comment je le formulerais? Je vais juste retourner sur ça. Ouais. Parce qu'en plus, tu l'as mentionné tantôt sur les grosses pharma.
qui sont capables d'aller buster des brevets. Aujourd'hui, là, j'ai l'impression, du point de vue très académique, c'est un monde que je ne connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que ceux qui essayent de lancer un peu leur compagnie, puis déposer un brevet, puis ils ont toujours la grande crainte, là, c'est de se faire... Je le révèle, puis dans ce cas-là, je risque de me faire battre à la ligne d'arrivée par une grosse pharma. Puis en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que même, c'est pas juste des grosses pharma, c'est même quelque part ailleurs dans le monde. Puis il faut que tu sois capable de défendre ça par rapport à ce qui... Il y a des gens qui vont mettre, ou des pays qui vont mettre des structures en place pour ça. Puis à quel point ça affecte en ce moment la game de la propriété intellectuelle. Puis je ne sais pas à quel point tu es à l'aise de répondre à ça. Mais... Non, mais je peux commenter là-dessus parce qu'en fin de compte, il y a un truc qu'il faut rentrer dans l'équation, c'est qu'un brevet, ça prend 18 mois avant de publier. Okay? Donc, une fois qu'il publie puis qu'il devient public, les gens le savent, mais toi, tu as déjà 18 mois d'avance. Puis même qu'avant de faire ton brevet, tu as peut-être fait 1 an de travail. Fait que tu as peut-être 24 mois, 30 mois d'avance. Ça, pour une quelconque compagnie, même une grosse pharma, se dire, je vais commencer un nouveau programme, je vais dire à mon équipe, arrêtez de travailler sur qu'est-ce que vous travaillez, puis maintenant, travaillez sur ça. Il faut que j'aille convaincre mon CEO, puis il faut que j'aille convaincre mon Board of Directors que ça vaut la peine, que cette technologie-là, même si elle est très embryonnaire, on est sûr que ça va fonctionner. Ça demande énormément de guts. Je ne connais pas une seule pharma qui irait prendre une idée comme ça d'une petite biotech qui vient de sortir d'une université, puis se dire « Ah oui, ça vaut la peine, on va y aller, on va le faire. » Non, leur stratégie, elle est plutôt « Laissons-les la développer. Si elle ne fonctionne pas, ils vont se casser la gueule. Nous, on prend 0 risque. C'est la biotech qui prend le risque. Laissons-les se développer. S'ils démontrent que ça commence à fonctionner, puis on est rendu en phase 1, 1B, puis ça fonctionne, puis là, ils commencent la phase 2, puis on voit que ça commence à être safe, puis ça commence à avoir des effets qu'on aime, puis ils ont une belle protection par brevet, on va l'acheter. Ça a été dérisqué par une autre compagnie. Et c'est pas mal ça, le modèle qui existe dans la pharma présentement, c'est que les grosses pharma, beaucoup de grosses pharma, ont fermé leur centre d'R&D. Puis ils ont fait un outsourcing de la R&D. C'est maintenant le milieu biotech qui fait la R&D pour eux, des risques. C'est eux qui maintenant doivent travailler pour aller chercher de l'argent, qui doivent travailler pour développer la technologie. Puis une fois que c'est dérisqué, là, la grosse pharma, elle arrive et elle dit « Ah là, je suis intéressé, je te l'achète. » Puis ils l'incorporent dans leur truc. Et ceux qui vont se battre plus tard au niveau de la propriété intellectuelle, c'est plus une question de générique contre innovateur. C'est beaucoup ça qui se passe. Fait que les génériques, ils ont des départements de plein d'agents de brevets que leur travail, c'est d'invalider des brevets, de dire ce brevet-là, il est invalide pour telle raison, pour telle raison, telle raison. Ils vont chercher des failles. Et les innovateurs, c'est de dire, ben non, il est valide et toi, tu contrefais mon brevet. Fait que ils ont toute une équipe de légal que c'est ça leur travail. Fait que c'est un peu à ce niveau-là que ça se joue. Fait que moi, quand je rencontre surtout des jeunes chercheurs, ça peut être des postdocs ou ça peut être des jeunes professeurs, puis qui veulent lancer une entreprise, puis qui disent, mais j'ai peur de le dévoiler parce que là, on va me voler mon idée. Je dis, mais il n'y a personne qui est intéressé à voler ton idée, elle est trop embryonnaire. Elle est trop risquée. Ça se peut qu'elle fonctionne. Tu dois être convaincu que ça va fonctionner. Si toi, comme entrepreneur, tu n'y crois pas à 150 %, il n'y a aucun investisseur qui va y croire. Fait que c'est sûr, toi, tu y crois, mais le monde extérieur, il n'y croit pas. Puis tant et sous longtemps que le monde extérieur n'y croira pas, en fait, c'est bon pour toi. Continue à la développer. Puis après 3-4 ans, c'est là que les investisseurs, les VC, ce qu'on appelle, ils vont être intéressés, ils vont commencer à t'écouter, ils vont commencer à mettre de l'argent. Puis là, bien, tu vas avoir monté tout un portefeuille de brevets parce que tu vas faire affaire avec moi. Fait que là, tu vas avoir un beau portefeuille, right? Fait que à ce moment-là, il n'y a personne qui va se dire « Ah, je mets de côté toute ma chaîne de R&D puis on fait ce qu'eux, ils font. » Tu as tellement d'avance. Ça n'arrivera pas. Okay. Ça répond? Ouais, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Je dirais, c'était une discussion très, très enrichissante et je pense que plusieurs de nos étudiants ont vraiment apprécié toutes les informations, toutes les expériences. Comme tu as mentionné, rien de mieux que discuter et d'en parler. Et je dois aussi remercier ma co-animatrice Chloé pour avoir co-animé cette session de balado avec moi. Et à les questions des audiences. Ouais.
Oui, donc merci à tout le monde d'être venu. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on va passer à la période réseautage et il y a à manger là-bas. Donc, Merci Ouais, pour allez, l'invitation. Puis j'espère que vous savez plus quoi faire après le PhD. Hein? ouais. C'est bon? OK.